Bonsoir à tous. Je ne sais pas s'il faut imputer ça à la pluie, aux grèves, au football, ou tout ça réuni, mais je suis seul ce soir, avec une ombre, enfin pas une ombre, avec Roger Mine, mais, je suis tout seul. Mon équipe m'a abandonné. Il n'y a ni Philippe, ni Françoise, ni Pierrine, ni Victoria. Michel est là et Kinan Michelin est là, et puis qui encore, je crois que c'est à peu près tout de l'équipe. C'est épouvantable. Alors, si vous téléphonez, il y aura très peu de monde pour répondre au téléphone, mais ça fait rien, téléphonez quand même au 46 51 00 85. On me passera les messages avec grande difficulté. Mes invités, à l'exception de Roger Mine qui est arrivé le coucou sonnant miraculeusement. Mes invités ne sont pas là, j'espère qu'ils vont venir. J'espère surtout que vous n'avez pas écouté France Inter dans l'heure qui précède, parce que l'invité que j'attends était sur France Inter il y a une heure. Forcément, il sera amené à dire des choses qu'il a déjà dites, que vous aurez déjà entendues. Mais je doute que vous écoutiez France Inter. Je sais pas, vous écoutez France Inter, Roger Mine ? On se redit vous, alors moi... un peu comme ça, moi je trouve que ça fait tellement chic, ça fait tellement radio pro. Tu écoutes France Inter ? J'écoute France Inter. Allez, on va commencer par la méchanceté habituelle, sauf à 8h30 du matin. C'est le moment où je commence. Non, alors là, je suis pas du tout d'accord. Il faut absolument écouter la revue de presse de Levaille, c'est à se taper le derrière contre la suspension. Mais je n'ai pas prononcé de mots. Et moi, je prononce. Serge. Non, mais moi, je dis. Alors, j'écoute ça, et puis c'est une très très bonne émission le matin. Il y a une très bonne. Oui, parfois elle est très bonne, parfois elle est ennuyeuse, c'est assez rare. Mais surtout, elle est faite par quelqu'un qui a une voix radiophonique extraordinaire, c'est Claude Villers, qui fait une émission qui s'appelle Marchand d'Histoire. Donc je vais te dire, c'est toujours mieux que le reste. Il y a une chose qu'il faut absolument. Alors, je n'ai pas pensé à ça du tout au moment où nous parlons. Il y a une chose qu'il faut écouter sur France Inter. Alors, je le proclame. C'est le dimanche à 16h. Comment s'appelle ce type merveilleux qui passait les bébés à la moulinette ? Jean-Christophe Averti. Voilà. Alors, lui, il fait 1 heure sur la guerre. Moi, j'aime le musical. Il fait 1 heure sur la dernière guerre. La musique, la presse. La presse. Au moment de... Ça, c'est de la grande radio. C'est un grand... Là, je fais de la publicité, là, pour lui. Ouais. Tant pis pour nos amis de Radio Lumière 101. Le dimanche, de temps en temps, il faut écouter à 16h, quand même, on a le droit. Alors, vous savez qu'on ne fait plus de mini-journal dans cette émission, puisqu'on n'a plus les moyens. Mais j'ai décidé qu'on allait remplacer ça par autre chose. Enfin, sous réserve que Victoria veuille bien le faire. Je me suis aperçu qu'il y avait un journal dont on ne parlait... Enfin, je me suis aperçu. Tout le monde sait qu'il y a un journal dont on ne parle jamais dans les revues de presse, et qui est un quotidien du soir, qui est l'autre quotidien du soir, en quelque sorte. C'est Présent. Oui. Et je me suis dit, mais au fond, pourquoi est-ce que... non, pas pourquoi est-ce que, parce que je me parle français, j'essaie de me parler un français correct. Pourquoi ne ferait-on pas, au moins le mercredi soir, en lieu et place du mini-journal, une revue de presse de Présent ? Alors, on va commencer ce soir, puis peut-être si Victoria veut bien continuer la semaine suivante, la semaine prochaine... Mais ça, c'est parce que tu as un copain, là, qui s'appelle Alain Sanders, c'est pour ça. À Présent ? Oui. J'ai 2 ou 3 copains à Présent, je suis obligé de le reconnaître. Oui. C'est pas tout à fait objectif, là. Pas vraiment. Alors, dans le Présent de ce soir, daté donc de demain, puisque c'est un journal du soir, il est daté du lendemain, il y a une chose qui est à la une, il y a 2 choses à la une très importantes. Il y a un éditorial de Jean Madiran qui explique que M. Gaubert, Patrick, éminence grise de Charles Pasqua, a fait savoir dans un hebdomadaire de la communauté israélite que Charles, il a dit « Nous aurons toujours un allié de poids, le ministre d'État Charles Pasqua ». C'est intéressant, un collaborateur de ministre qui parle de son patron en disant « Nous avons un allié de poids ». C'est joli. Bon, je ne sais pas pourquoi il parle de lui à la deuxième personne du pluriel, c'est bizarre. Moi, quand je parle de moi, je dis moi, j'ai un allié de poids. Lui, il dit nous avons un allié de poids. C'est le nous royal. Voilà. Et puis, il annonce une répression fulgurante contre les organisations qu'il qualifie lui-même d'extrême droite. Suivez mon regard. La presse, les librairies, les journaux et tout moyen de communication d'extrême droite. Nous les ferons disparaître, dit-il. La répression sera fulgurante. Ah bon ? Oui. Nous les ferons disparaître. Tu vois qui d'ailleurs ? C'est quand même assez effrayant, ça. Non, c'est rigolo.
Pasqua avait dit, je vais terroriser les terroristes. Il n'a jamais terrorisé personne. Il a dit qu'il faisait la guerre à la délinquance en Corse. Il n'y a jamais eu autant d'explosions, il n'y a jamais eu autant de vols, de cambriolages, de rackets, d'assassinats. Donc, quand il dit je vais liquider la presse d'extrême droite, on est parfaitement fondé à se marrer, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il réussisse mieux dans ce domaine que dans d'autres. Donc c'est pas du tout inquiétant. Roger, on se calme. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'ose plus parler, je ne sais pas. Moi. Pourquoi, monsieur, on peut très bien parler. On dit rien de mal, on aime le pays, c'est un crime de dire ça. Oui, absolument, c'est un crime de dire qu'on aime la France. Bien sûr. Il faut quand même rappeler qu'il y a quelques années, une organisation prétendue antiraciste, je ne sais plus laquelle, je ne sais pas si c'est l'ICRA ou le MORAC, mais enfin une des deux, avait intenté un procès à un restaurant parce qu'il avait mis sur l'affiche, sur son enseigne, restaurant français. Ah oui, mais... Alors à partir de là, tout est possible. Mais ça va. Moi, je suis comme les gens du FLNC. À partir du moment où Pasqua me déclare la guerre, je me sens vraiment en sécurité. Hein. S'il est aussi dangereux contre moi que contre les délinquants, les trafiquants de drogue, les terroristes du FLNC et d'autres organisations, les prostituées, les macros, les beurs agressifs, les agresseurs de vieilles dames et tout, s'il me fait autant de mal qu'il en refait à eux, je peux dormir vraiment sur mes deux oreilles pendant longtemps. C'est le cynisme de Beckett. Hein. On va passer là-dessus. Voilà, passons. Alors il y a un autre papier. Je dois dire très court, mais tout à fait exceptionnel, je pense qu'il sera suivi d'un papier plus long dans les jours qui viennent, c'est le papier incroyable sur cette affaire des accords de Blair House. Bon, alors le titre, l'énorme imposture de la CE, le texte de l'accord de Blair House enfin révélé à Jean-Claude Martinez. Alors, Jean-Claude Martinez, qui est député européen, a fait le siège pendant des semaines des diverses organisations soi-disant qualifiées, en disant écoutez, tout le monde nous parle de l'accord de Blair House, je voudrais le lire en tant que député européen, j'y vais là. Et je vais, tant pis si je déflore un peu le numéro de présent, mais je vais vous lire l'article, c'est quelque chose d'incroyable. Donc le vendredi 20 novembre 1992 aurait été signé dans la résidence de Blair House à Washington un accord bilatéral entre les États-Unis et la CE sur l'agriculture. Ce prétendu accord de Blair House fait l'objet depuis 11 mois de débats dans la plupart des pays occidentaux. Les assemblées parlementaires en discutent, les conseils de ministres en traitent, les journaux les commentent, les organisations syndicales protestent, mais jamais personne ne s'était avisé de savoir si ce soi-disant accord de Blair House existait réellement, à une exception près toutefois, celle des députés européens du Front National. Le groupe du Front National au Parlement européen, en effet, par l'intermédiaire d'un de ses députés, Jean-Claude Martinez, professeur agrégé des facultés de droit, démontrait depuis des mois que cet accord ne pouvait pas juridiquement exister pour deux raisons majeures. D'abord parce qu'au terme de l'article 228 du traité de Rome, seul le Conseil des ministres a compétence pour signer un accord international. Dès lors, les deux commissaires européens à Washington n'ont pas pu signer le 20 novembre 1992 un accord, ce que confirme Jean-Pierre Soisson, page 80 de son livre sur la politique en jachère. Et là, je fais une parenthèse personnelle. Je bois beaucoup de sympathie pour Jean-Pierre Soisson, on va dire, il m'indiffère profondément, il m'est totalement équilatéral. Mais, il faut dire une chose, c'est que son bouquin est extraordinaire. La politique en jachère, c'est un bouquin formidable. Oui, j'en ai bourré de révélations. Je ne l'ai pas lu, mais Bonsoir, monsieur. Voilà, je vais vous demander de vous asseoir là parce que ce micro n'est pas bon. C'est notre invité de ce soir qui arrive. Et alors, je vous avais gardé la surprise. C'est monsieur Thierry Ardisson. Bonsoir. Alors, il faudrait peut-être vous mettre un micro parce que vous êtes un vrai professionnel de la radio. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec vous. Je disais à nos auditeurs que vous étiez il y a quelques minutes sur France Inter. Voilà. J'espère qu'ils vous ont pas écouté parce que on va essayer de faire quelque chose. C'est gentil en tout cas d'être venu. En tout cas, moi je suis très heureux d'être avec vous, Serge. Vous voyez qu'on a ce qui s'appelle une toute petite radio. Alors je vous présente Roger Mine, qui est un de vos admirateurs, monsieur Thierry Ardisson. Alors je suis un fan. On fait les présentations. Je n'aime pas les hommes, mais je suis un fan de Thierry Ardisson. Merci. Ça le rassure plutôt. Oui, bah oui, en ce moment j'ai besoin d'être rassuré. Je tiens à mettre les choses au point. Alors, Thierry Ardisson, vous permettez, je termine la lecture d'un article et je suis à vous tout de suite. Mais je vous en prie. Et donc je disais que cette information, suivant laquelle les deux commissaires européens à Washington n'ont pas pu signer le 20 novembre 1992 un accord dit de Blair House, est confirmée par Jean-Pierre Soisson. Enfin, écoutez, je voudrais qu'on arrête de s'embrasser à ce micro. C'est effrayant ce qui se passe ici. Je précise que Thierry Ardisson n'y est pour rien. Oui, pour une fois. Et alors, la deuxième raison,
Ensuite, la deuxième raison pour laquelle cet accord de Blair House n'a aucune existence juridique, nous dit Gaston Gérard dans Présent, c'est que dans le cadre des négociations multilatérales du GATT, un accord bilatéral ne pouvait pas être signé. Fort de ces analyses, Jean-Claude Martinez, député européen du Front National, mettait au défi depuis des semaines les autorités européennes et françaises de fournir officiellement le texte de l'accord de Blair House. Ainsi, le 20 septembre 1993, devant la Commission agricole du Parlement européen réunie à Clermont-Ferrand, le cabinet de M. Lamassoure, ministre des Affaires européennes, reconnaissait ne pas pouvoir fournir le texte de l'accord de Blair House parce qu'il n'existait juridiquement pas. Et pas en français, en tout cas. Alors oui, tu vas voir, d'ailleurs, on en parle plus loin. Oui. Dans Présent du 22 septembre, Jean-Marie Le Pen déclarait « L'accord de Blair House n'existe pas, je mets le gouvernement français au défi de présenter ces accords à la télévision ». Invité par Jean-Claude Martinez le mercredi 29 septembre 1993 à 17h devant le Parlement européen réuni à Bruxelles à fournir le texte de l'accord de Blair House, Sir Léon Brittan ne pouvait pas s'exécuter. Enfin, le mardi 5 octobre 1993, devant la Commission agricole du Parlement européen, M. André Bourgeois, ministre de l'Agriculture du Royaume de Belgique et président en exercice du Conseil des ministres européens, reconnaissait sous la pression des questions de Jean-Claude Martinez qu'une version en anglais de l'accord de Blair House existait enfin depuis une semaine. À titre quasiment de faveur, Jean-Claude Martinez se voyait d'ailleurs remettre à 18h le texte de cette version anglaise qui n'avait jamais été communiqué jusqu'ici à aucun député européen, pas plus qu'à aucun des membres des parlements nationaux. Autrement dit, l'accord de Blair House, prétendument signé le 20 novembre 1992, ne devient disponible à la lecture et encore seulement en anglais que 11 mois après. Voilà. Durant ces 11 mois, tous les gouvernements, tous les parlements, toutes les organisations syndicales, tous les médias ont commenté, approuvé, condamné ou amendé le texte d'accord que personne n'avait jamais vu. Voilà. Alors, ça, donc ce papier de Gaston Gérard dans Présent me paraît un papier, je l'ai dit tout à l'heure, d'une importance immense parce que bon, les accords de Blair House, on ne sait pas ce que c'est. Tu sais qu'il s'agit d'un préaccord. Oui, il s'agit naturellement d'un préaccord. Ça s'appelle un préaccord. Eh bien, ce que dit Gaston Gérard à la fin de son papier, c'est que pendant un an, pratiquement, pendant 11 mois, tout le monde a glosé là-dessus, en ignorant tout du contenu, premièrement, et tout le monde se réfère à ces textes dont personne ne connaît rien, alors que ce sont des textes qui n'ont aucune valeur décisive. D'autant plus que Blair House, c'est une petite annexe, une antichambre de la Maison Blanche que j'ai vue personnellement. Est-ce que ça veut dire quelque chose, Blair House? Non. Blair, ça veut dire pif en anglais. Alors, ça ah bon aussi tu me poses la question, je te réponds à l'improviste. Mais tu vois, c'est comme un mot avant que nous passions la parole à notre vedette. Sur Maastricht. Le traité de Maastricht, tu sais mieux que moi et aussi bien que moi, nous sommes journalistes tous les deux, que le français, la version française ne correspond pas à la version anglaise. Et notamment le fameux mot ah oui, alors, subsidiarité. C'est la subsidiarité. Oui, en français, ça n'a pas le même sens qu'en anglais. Regarde le Larousse et le Robert, ça n'a aucune espèce de rapport avec subsidiarité difficile. Hein. L'avantage, c'est que comme ça, on risque pas de se battre puisqu'on ne parle pas de la même chose. Voilà. Alors Thierry Ardisson, je vous remercie d'être venu parce que je crois qu'on a pas mal de choses à se dire, mais on va commencer par parler de la raison vraiment pour laquelle vous êtes avec nous ce soir. C'est la publication de ce livre, Pondichéry. Alors, Pondichéry, c'est paru chez Albin Michel, et c'est un livre très inattendu pour diverses raisons. D'abord parce que, étant donné l'image que vous avez donnée de vous-même à travers la télévision, certaines émissions de télé, certaines radios, ou le journal que vous avez créé, Interview devenu Entrevue, il faudra savoir pourquoi, ça m'intrigue beaucoup cette histoire. On a vous donné l'impression d'un garçon, je dirais d'un animateur d'émission, d'un producteur d'émission, un peu frivole, un peu branché, comme on dit. Et quand on lit Pondichéry, de la même manière que quand on avait lu Louis XX, on est tout à fait surpris de voir que c'est pas du tout ça, que le personnage, l'écriveur ou l'écrivain ne ressemble absolument pas au personnage public, sauf quand même une certaine, je crois qu'on peut dire désinvolture, une espèce d'arrogance rigolarde. Une espèce de mépris pour les convenances. Alors, et ça veut dire que c'est sincère quand vous le faites à la télévision, parce que je crois que quand on écrit, on ne peut pas se départir d'une sincérité. Alors, ce livre... Vous voulez que je vous réponde là-dessus? Oui, je veux bien. Non, je vais vous répondre parce que, en fait, c'est vrai... D'abord, ce qu'on sait peu, vous le savez, mais ce qu'on sait peu, parce qu'il faut lire le livre jusqu'à la dernière page pour voir du même auteur...
et ce que font peu de critiques. Et c'est vrai que quand on voit que j'ai publié mon premier livre il y a 20 ans, donc c'est vrai que j'ai publié mon premier livre à l'âge de 24 ans, que c'est mon 5e livre et qu'effectivement j'ai fait de la télévision à 35 ans, c'est-à-dire 11 ans après avoir publié. Bon, donc, et puis j'écris depuis l'âge de 13 ans et je sais très bien, comme je l'ai dit récemment, je finirai en Normandie en écrivant des livres, en vieil écrivain de droite, en écrivant des livres impubliables. J'essaierai d'avoir des maisons pas trop éloignées. Alors. Voilà, non, simplement, je pense que ça peut sembler bizarre, parce que l'animateur, la télé est un média tellement puissant que l'animateur a pris le pas sur l'écrivain, c'est normal, je m'en plains pas, parce que c'est comme ça. Mais en fait, si vous regardez bien, ça part quand même de la même attitude par rapport aux choses. C'est-à-dire que quand je prends une star, j'interviewe une vedette, bon, il y a sa légende, il y a son mythe, il y a son discours préprogrammé et promotionnel, et moi j'essaie d'arracher le masque. J'essaie par des questions intimes de briser la carapace et d'aller au-delà et de trouver ses fêlures, ses brisures internes, etc. Bon. Donc j'arrache les masques. Quand je prends une cause comme la monarchie ou les colonies, finalement, contre le totalitarisme du consensus, j'essaye, pareil, de remettre les pendules à l'heure, d'arracher les masques. Je dis, attendez, Louis XVI, c'était pas franchement Adolf Hitler. S'il y avait une monarchie en France, on roulerait pas en carrosse, on s'éclairerait pas à la chandelle. Bon, fallait encore le dire, parce qu'il y a des gens qui croient vraiment d'abord que ça serait comme ça. Il y en a même d'ailleurs qui croient que pour Hardimat, ma dernière mission, j'ai vraiment tué le chien. Vous voyez, vraiment, mais ils ont tous le droit de vote, rassurez-vous. Donc c'est vrai que, en fait, c'est un peu au départ, si vous voulez, la même attitude dans la vie, c'est-à-dire d'être pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, d'être, moi j'aimais bien le titre d'un film italien qui disait les hommes contre. Bon, moi j'aime bien le côté contre. Quand tout le monde pense la même chose, je me dis, et si le contraire était vrai? Bon. C'est généralement ce qui se passe d'ailleurs. Oui. Il y a une grande probabilité que les choses soient vraies quand tout le monde pense l'inverse. Et donc voilà, donc c'est un peu le même hardisson, pour répondre à votre remarque, c'est un peu le même hardisson qui fouille dans le cœur des stars et qui essaye de dire, par exemple, la colonisation, excusez-moi, enfin celle-là de colonisation, c'était Jules Ferry. C'est Léon Blum qui a dit, il est du devoir des races supérieures d'aider les races inférieures. Il pourrait avoir des ennuis avec M. Gobert maintenant. Ah ben oui, mais il aurait beaucoup d'ennuis aujourd'hui avec M. Gobert, c'est sûr. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est le même hardisson. Voilà, je ne suis pas schizophrène, je ne suis pas écartelé, c'est une attitude dans la vie. Alors, Pondichéry, tout le monde dit, bon, c'est un livre sur la colonisation. Oui, on peut dire ça, mais en réalité, je crois que c'est pas du tout un livre sur la colonisation. C'est un livre que j'ai fait pour piéger mes copains de gauche. J'en ai quand même encore 2 ou 3. Et pour les piéger, j'ai dit, voilà, je vais faire un livre en prenant comme héros un type qui part aux colonies au début des années 30 et qui veut apporter la liberté, l'égalité, la fraternité, l'électricité, qui veut apporter tout ça aux bons hindous. Bon. Et donc, il s'aperçoit bien sûr, il y va parce qu'il dit que les castes, c'est quand même terrible, etc. Mais c'est vrai que les castes, c'est terrible. On est toujours l'Inde, c'est la plus grande démocratie du monde, mais enfin, je veux dire que les parias, c'est les Untermenschen. Hein. Et donc, il va là-bas plein de bonne volonté pour apporter... c'est un Kouchner de l'époque, mon gars, quoi. C'est un type qui croit, bon, on appelait ça colonisation, maintenant on appelle ça l'ingérence humanitaire. Et alors, mes copains de gauche, ils lisent ça, et ils aiment ce personnage, puisqu'il est vachement généreux, utopiste, qui croit aux valeurs de la révolution, etc. Ils se rendent pas compte que c'est un infâme européocentriste, un ethnocentriste, qui va imposer le système Westminster au monde entier, ce qui est quand même une belle preuve d'impérialisme. Mais ça, ils s'en rendent pas compte. Donc, ils aiment beaucoup le personnage, et puis ils se font piéger. Et ils disent, tu nous as bien eu, parce que ton gars, on l'aime, et plus on l'aime, plus on devient colonialiste. Oui, alors il faut dire aussi que ce personnage est aimable par bien d'autres côtés. D'abord, c'est pas un personnage, c'est pas une silhouette. Hein. C'est un personnage en profondeur, avec lui aussi des fêlures, avec un masque, etc. Et ce qui est très, très frappant, c'est que... Bon, on va pas raconter le livre, comme on dit toujours, c'est pas l'objet, mais ce qui est très très frappant, c'est cette attitude... au début du livre, c'est un très vieux monsieur, puisque c'est un livre qui commence par une interview, l'interview d'un très 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 vieux monsieur qui s'est retiré dans la cité des Indes. Sartrouville, description apocalyptique de Sartrouville, enfin apocalyptique pas pour vous, authentique, mais dont tout le monde me dit, mais où est-ce que tu es allé chercher ça? Je dis, écoute, c'est pas loin, tu prends la nationale machin, tu tournes à droite, la 4e à gauche et tu y es. Bon. Si ces gens-là sortaient un peu du triangle étoile Saint-Germain Bastille, ils verraient. Ça existe, tel que je l'ai raconté, alors tout le monde a l'air très étonné de lire ça en disant, tu es quand même pas allé avec le dos de la cuillère. Je dis, non, j'y suis allé avec un taxi.
Alors, ce personnage, donc, est cet ancien administrateur des colonies, qui est parti tout jeune, plein d'enthousiasme, mais aussi, il faut bien le dire, pour enquiquiner papa. Oui, parce que papa est banquier, que, bon, il n'a pas envie, lui... C'est son côté Duplex, parce que comme il a lu la vie de Duplex, que, voilà, il a adoré Duplex, il a deux héros, il a Duplex et Albert Sarraut, et c'est vrai que je commence le livre par l'histoire de Duplex, d'abord parce que j'aimerais que les gens, des jeunes générations, ne croient pas que c'est uniquement le nom d'une station de métro. Et c'est vrai que Duplex, pour lui, c'est la première colonisation qui était carrément impérialiste et marchande, et chrétienne aussi, par certains côtés, peut-être moins que les Portugais, mais enfin qu'il l'était aussi. Et donc Duplex, bon, je raconte évidemment sa gloire, hein, c'est-à-dire cet empire franco-indien qui fait 35 millions d'habitants alors que la France en avait 18. Et puis sa chute, et c'est vrai que c'est très marrant, parce que, enfin très marrant, c'est pas très marrant, mais c'est très étonnant, disons, de voir ce Duplex qui est rappelé par le roi en 1754 à Paris, et qui passe sa vie, je dis le nabab finit en fâcheux, c'est-à-dire ce Duplex passe sa vie, la fin de sa vie à quémander dans les antichambres son dû, et il a une fin de vie absolument terrible. Sa femme, la Begum Jehanne, meurt comme ça à Paris, sous les brumes de l'Île-de-France, etc. Et mon héros est fasciné par Duplex, enfin par la gloire de Duplex, il est fasciné par Albert Sarraut, ça c'est le côté, on disait humaniste, on dirait aujourd'hui humanitaire, des choses. Donc il a ces deux héros, et comme Duplex était parti un peu après s'être fâché avec son père, lui il trouve ça très bien de se fâcher avec son père et de partir là-bas. Oui, d'ailleurs les deux personnages se croisent, parce que lui est un républicain colonisateur qui veut apporter, comme vous l'avez dit, l'égalité, la fraternité, l'électricité aux peuplades sous-développées, et il rencontre Duplex qui est si j'ose dire exactement la même chose et exactement le contraire, c'est-à-dire que Duplex va là-bas pour sa gloire et son profit personnel essentiellement, mais lui aussi, il n'est pas fils de banquier, il est fils d'épicier, il est d'une extraction très très modeste, et il va bâtir un empire, alors que le personnage principal, lui, va assister à la c'est l'anti-héros du héros, c'est-à-dire le héros c'est Duplex, et lui c'est l'anti-héros, c'est-à-dire qu'il arrive là-bas, bon, il rencontre une fille qui s'appelle Jehanne, il croit que c'est arrivé, il dit c'est génial, j'arrive à Pondichéry, je rencontre une fille qui s'appelle Jehanne, puis il s'aperçoit qu'en fait la fille ne l'a épousé que comme un ticket de paquebot pour la France, et qu'elle a qu'une envie, c'est qu'il l'emmène à Paris, donc là il est très très déçu, et puis surtout il assiste effectivement à cette espèce de déliquescence comme ça, le pire moment étant d'ailleurs entre la fin de la guerre et 54, où la France s'est comportée à Pondichéry, enfin pire qu'ailleurs, c'est-à-dire que là même on s'en occupait même pas, c'est-à-dire que Mendès France était occupé à Genève en train de négocier avec Ho Chi Minh l'histoire de l'Indochine, bien entendu, et le 1er novembre 54, c'est-à-dire que le jour du départ de ce qu'on appelle la rétrocession des comptoirs, c'est la Toussaint Rouge, c'est les premiers événements en Algérie dans les Aurès. Donc c'est vrai qu'à l'époque, la rétrocession de Pondichéry et des comptoirs est apparue, n'a pas fait la une des journaux. D'ailleurs, si pour les jeunes auditeurs qu'on a, on n'a même pas pensé à dire, parce que ça fait partie de nous, de notre petite culture complètement intégrée, on n'a même pas pensé à dire que Pondichéry, c'était les comptoirs de l'Inde. Oui, il faut dire, alors on peut dire en deux mots, mais c'est vrai que c'est intéressant à rappeler, si vous avez raison. C'est vrai que au départ, la France avait cet immense empire franco-indien, et puis qu'après la Révolution et les guerres napoléoniennes, où bien entendu on a tout perdu, les Anglais nous ont laissé 5 comptoirs avec interdiction de fortifier, d'avoir une armée, un morcellement des territoires. Ça c'est très drôle, la description que vous faites de cet aspect des choses, il y a des chemins dont un côté appartient à l'anglais et l'autre côté appartient à la France. En fait, ce qui se passait souvent, c'est que les Anglais avaient les hauteurs, comme ça, au plan stratégique c'était meilleur, et les Français avaient les... Bon. Alors, en fait, on a gardé ces comptoirs uniquement comme monument aux morts à Duplex, et les Anglais nous ont souvent proposé de les échanger, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit, nous on vous donne l'île Maurice, on vous donne la Gambie, et puis vous nous rendez ces comptoirs. Et les Français, là je dois dire, c'est assez beau, c'est assez panache, quoi. Les Français, je dis non, on les garde, bon ça servait absolument à rien, et moi j'ai découvert, alors là c'est une découverte que j'ai faite en étudiant pour ce bouquin, c'est-à-dire que la France avait en plus des loges, c'est-à-dire ça c'est quelque chose, c'est comme Louis XIX, quand j'ai fait Louis XX, j'ai découvert l'existence d'un Louis XIX. Bon, et là c'est pareil, c'est-à-dire que la France possédait des loges qui étaient grandes comme le jardin du Luxembourg, mais disséminées dans l'Inde. Et mon héros d'Orgère, à un moment, se voit confier une loge où il essaye de faire une petite république idéale. Alors évidemment, ça commence très mal, parce qu'il leur fait manger des vaches, ça fait un scandale, il y en a qui meurent. Il veut plus
plus qu'on brûle les veuves, alors les gens ne savent plus quoi en faire. Alors c'est vraiment terrible, quoi. Mais bon, c'est cette idée toujours cette idée que j'appelais tout à l'heure de l'ethnocentrisme ou de l'européocentrisme, c'est-à-dire qu'on veut imposer, c'est comme les Américains en ce moment, ils bombardent Mogadiscio pour imposer la démocratie, quoi. Je veux dire, c'est complètement cinglé comme histoire, mais on en parle moins que Sarajevo, vous me direz. Alors tout à l'heure, sur France Inter, vous avez fait une tentative qui n'a pas été transformée, un essai qui n'a pas été transformé. Vous avez proposé à l'animateur de l'émission, parce que cet animateur, j'ai pas retenu son nom. Enfin, c'est Gilbert Denoyant. Voilà, Gilbert Denoyant vous dit, mais votre livre est un livre à la gloire de la colonisation, vous prétendez que la colonisation est une idée d'avenir. Et alors vous lui répondez, mais voulez-vous que je vous explique pourquoi la colonisation est une idée d'avenir? Et Denoyant répond, non, parce que je pense que vous ne pourriez pas me convaincre, de toute façon on n'a pas le temps. Ouais. Donc voilà, comme ça le débat... Vous me donnez la possibilité de le faire. Voilà. Mais je vous en remercie. Par contre, ce que vous remarquerez aussi, enfin les gens qui ont écouté les 2 émissions, remarqueront que quand je lui ai dit je vais vous raconter comment je me suis fait virer de la télé la dernière fois, etc., là par contre d'un seul coup on avait le temps. Mais ça m'a bien fait marrer de pouvoir le raconter d'ailleurs. Bon, alors moi pourquoi la colonisation est une idée d'avenir? D'abord, bon évidemment il y a la provocation de la formule, bien entendu, c'est toujours pareil, c'est que pour communiquer dans le monde moderne il faut avoir des formules, et ça moi je m'en prive pas. Pourquoi? Parce que je suis parti de 2 phrases. Une phrase de Rocard, qui n'est pas de Le Pen, qui est de Rocard, qui dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. La misère du monde. Bon, c'est pas Le Pen, c'est Rocard. Et une phrase d'Abou Diouf qui dit, le président du Sénégal, qui dit si vous venez pas vous occuper de nous chez nous, on ira habiter chez vous. Bon, alors évidemment quand on juxtapose ces 2 phrases, puis je rajouterai une 3e information, c'est qu'on a fait un papier dans Entrevue où il n'y a pas les articles de cul, contrairement à ce qu'on veut bien raconter. On a fait un papier dans Entrevue sur les gens qui passent le détroit de Gibraltar en planche à voile. Tu sais qu'il faut avoir faim. Parce que le détroit de Gibraltar, il fait 14 km, les vagues, elles font 4 mètres de haut, et ils passent en planche à voile. Donc c'est un bon contrôle malthusien de la démographie. Oui, je ne veux pas, en tous les cas, refaire le camp des saints qui a été tellement décrié à l'époque, mais enfin, disons qu'on peut penser décemment qu'il y aura effectivement des flux migratoires incontrôlables. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Bon. Alors, moi je dis que si on ne peut pas les accueillir chez nous, et si on écoute Abou Diouf qui dit qu'il faut aller les aider chez eux, ben ça s'appelle la colonisation. Alors on n'appellera peut-être pas ça comme ça fait mauvais genre, on dira coopération, on dira c'est du droit d'ingérence humanitaire, enfin on trouvera des mots comme tout à l'heure dans la même émission, il y avait un type qui voulait pas qu'on dise les taulards, il voulait qu'on dise les personnes incarcérées. Oui, pourquoi pas, de toute façon ils sont en tôle. Mais ce que je veux dire, c'est que... Les non libres, on pourrait appeler les non libres, les nains, en fait, on dit plus les nains, on dit les non grandissants. Bon, enfin, donc voilà pourquoi la colonisation est une idée d'avenir. Mais c'est toujours pareil que ce que vous disiez tout à l'heure, quand tout le monde pense quelque chose, on a de fortes chances de penser la vérité en pensant le contraire. Moi, je suis assez partisan de ça, effectivement, et je pense qu'aujourd'hui, bon, personne ne veut voir les problèmes réellement, parce que sinon on ne serait pas en train de faire le plan quinquennal ou les 32 heures de travail. Parce que s'il suffisait de travailler 32 heures pour régler les problèmes, ça se saurait, tout le monde le ferait. Parce que je pense que les députés sont des âmes simples et ils se disent que s'il y a un employé pour 40 heures, il y aura un employé de plus chaque fois qu'on enlèvera 8 heures à 4 employés. Donc ça c'est... Je veux dire, c'est à la porte, enfin, c'est un raisonnement qui est à la portée normale d'un député. Ouais, enfin bon, moi j'y crois pas déjà. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que, bien entendu, on va pas repartir en Afrique avec des canonnières, etc. C'est pas ce que je veux dire, on est d'accord. Ce que je veux dire, quoi qu'encore une fois, les Américains sont en train de le faire. Non, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faudra retourner là-bas, parce qu'on leur a laissé il y a 30 ans, ce que je dis dans mon bouquin, des pays en état de marche. Lugan le dit mieux que moi. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que ces pays sont complètement déglingués et qu'ils sont plus capables de les faire tourner. Donc il faudrait bien aller aider les gens à s'en occuper. Je veux dire, c'est pas. Alors quand je dis ça, on me regarde, on dit tiens c'est marrant. Aujourd'hui Hitler, il a pas sa mèche, il a pas sa moustache. Enfin, c'est jamais que du bon sens. Non, mais c'est vrai que le milieu dominant a du mal à accepter cette idée. C'est-à-dire qu'il a même du mal à accepter de la considérer. Parce que je pense que toute personne de bonne foi qui accepterait de réfléchir 10 minutes sur le sujet serait obligée de se rendre à cette évidence, mais il y a... Je vois pas ce que c'est extraordinaire de dire ça. C'est comme Maastricht. Moi, je me souviens à l'époque de Maastricht, on était des pétainistes parce qu'on était contre, on était ostracisés toute la journée. Moi, je me souviens même dans mon journal. On me disait, écoute Thierry, sois gentil, parle pas de ça, a l'air de dire, bon, le pauvre gars, il est un peu cinglé. Et puis maintenant, ils font des sondages dans la rue, il y a 54% ou 55% des gens qui disent, finalement, on est contre. Ça veut dire que c'est nous qui avions raison. Alors, il faut quand même avoir le culot de le répéter, parce que, je veux dire, moi, je pensais à l'époque, c'était effectivement une vraie connerie de faire ce truc de Maastricht. Bon, aujourd'hui, tout le monde en est bien persuadé. Il y a même les artistes qui vont à Strasbourg, toute la gauche caviar s'est déplacée ils voyagent beaucoup en ce moment, ils sont allés à Lille, ils sont allés à Strasbourg.
Il voyage moins loin qu'avant, mais enfin, il voyage encore. Une dernière question sur le livre. Après, on parlera d'autre chose. Vous évoquez la personnalité de Sarraut. Vous avez donc étudié le personnage. J'ai étudié le personnage, j'aurais pas la prétention de dire que j'ai bien étudié Sarraut. Ça s'est passé d'une façon très bizarre. Un jour, j'ai un coup de fil d'une Sarraut, d'une Madame Sarraut, qui me dit, voilà, je suis à la télévision, à France 2. Je dis, je vous connais pas. Elle me dit, non, je suis au cimetière. Alors, ce qu'il faut savoir à France 2, c'est qu'il y a un immeuble qui s'appelle Brossolette. Et moi, quand j'entendais parler de Brossolette, j'avais une amie productrice qu'on devait mettre à Brossolette. Elle dit, non, pas Brossolette. Qu'est-ce que c'est Brossolette? Alors, Brossolette, c'est un endroit, c'est un immeuble, comme ça, où il y a que c'est un placard, quoi. C'est-à-dire, c'est 3 étages, 2 placards. Alors, vous rentrez dedans, vous ouvrez les portes, puis il y a des gens avec des toiles d'araignée sur la tête, puis vous fermez, vous dites, vous vous souvenez de l'avoir vu en noir et blanc il y a 30 ans, le mec. Et d'un seul coup, je rentre dans un bureau où il y avait cette Madame Sarraut qui me dit, écoutez, moi, voilà, Sarraut, c'était mon grand-père, je sais que vous faites un livre sur les colonies, j'aimerais bien vous parler de mon grand-père, etc. Et on a parlé de Sarraut, et c'est vrai, j'ai trouvé effectivement que Sarraut était un peu comme ça, pouvait servir. Mais de vous dire que j'ai étudié Sarraut aussi bien que j'ai étudié Duplex, ce n'est pas vrai. Moi, je vous posais cette question par curiosité personnelle, parce que je tiens Sarraut pour un des personnages, enfin les frères Sarraut, pour des personnages complètement fascinants de l'histoire de France entre 1920 et 1950. C'est vraiment des personnages tout à fait extraordinaires qui ont joué un rôle gigantesque et dont on s'explique mal l'importance politique si on refuse les théories de complot, de synarchie, de société secrète. Mais parce que vous parlez de Sarraut, il y a une autre chose qui est arrivée au niveau d'un personnage de mon bouquin, c'est Dorgère, parce que moi j'ai appelé mon héros Raymond Dorgère. Oui. Et puis un jour, il y a un copain qui me dit, mais attends, tu l'as appelé Dorgère par rapport à Dorgère? Mais pas du tout. Alors là, vous voyez, vous voyez que je suis un vrai béotien. Et donc, je lui dis, non, pas du tout, mais tu connais pas. Et j'ai découvert que Dorgère, Henri Dorgère, était le patron d'un parti agrarien français, les chemises vertes. Et le fascisme agricole. Et maintenant, maintenant, ça me donne, pour mon prochain bouquin, je me dis que je vais dire que c'est son frère, quoi. Est-ce que vous savez que c'était pas son vrai nom, Dorgère? Il s'appelait Catouin. C'était. Ah oui. J'ai appris ça il y a pas longtemps parce que je me documente sur le vrai Dorgère maintenant. Voilà. Roger. Oui, une dernière question sur le bouquin avant de passer à l'actualité ou à autre chose. Je vais vous demander, Pondichéry, est-ce que vous avez un background, et j'espère que nos 150 000 auditeurs, Victoria, s'il vous plaît, laissez-moi terminer ma phrase. Il le fait exprès, voyons. Ouais. Background, c'est un mot anglais qui veut dire en français toile de fond. C'est bien, la contradiction, ça c'est bien. Vous avez une toile de fond, enfin, vous avez une érudition spéciale en ce qui concerne l'Inde, non. Ou bien vous avez situé ça là-bas voilà. Voilà. Moi j'ai travaillé comme ça, j'avais envie de faire un livre sur la colonisation, après le livre sur la monarchie, et j'ai dit... donc j'ai travaillé sur l'idée, moi j'essaie de prendre les problèmes sans a priori, en tous les cas ne pas voir la colonisation à travers le prisme déformant de la décolonisation, déjà pour commencer, hein, je dirais c'est un travail scientifique presque, et ensuite j'ai décidé de situer l'action à Pondichéry justement parce que la ville me semble extrêmement romanesque. Que vous connaissez. J'y suis allé, d'abord je rêvais dessus quand j'étais petit parce que Pondichéry souligné en rose, dans le bleu du golfe du Bengale et tout ça. Et j'y suis allé il y a une dizaine d'années et effectivement j'étais assez fasciné par l'endroit. Et donc j'ai décidé de situer le bouquin à Pondy. Voilà. Alors vous savez c'est amusant parce que quand je vous ai invité je me suis dit on va voir la réaction des auditeurs et je craignais pas mais enfin je me disais il va y avoir des réactions hostiles parce que notre auditoire est plutôt traditionnaliste et Thierry Ardisson n'est pas très traditionnaliste dans ses comportements et dans son image. Je dis bien dans son image. Comme on dit chez moi, je ne rentre pas dans le. Voilà, oui. Exactement. Je ne rentre pas dans le secret des consciences. Et bien une fois de plus, comme toujours, d'ailleurs, je me suis planté, je me suis trompé grossièrement parce que c'est un plébiscite. Hein, ça me fait plaisir. À une différence près, mais on va en parler tout de suite. Enfin, une exception près. Alors, voilà. Alors, attendez. Voilà, vos auditeurs vous écoutent, sont ravis, etc.
que j'ai toute la sympathie de cette admiratrice de Thierry Ardisson, qui regrette beaucoup de ne plus le voir à la télévision, et qui est de tout cœur avec lui dans son combat. Royaliste, ajoute-t-elle. Tout cœur, ça a été dit. Tout cœur. Ce qui est dit reste dit. C'est une auditrice qui vous a vu pleurer en écoutant la lecture du testament de Louis XVI le 21 janvier 93, qui demande si vous serez place de la Concorde le 16 octobre pour Marie-Antoinette. Bien sûr. Évidemment. Et puis alors sur la colonisation, des remarques tout à fait intéressantes. À propos de la colonisation... Je peux faire une parenthèse, oui, bien sûr. parce que là vous me faites penser à la Concorde. Voilà l'exemple même, parce qu'on parle toujours des informations. J'ai été témoin, tu sais quand vous êtes témoin, Timisoara, bon on a appris après, mais on n'y était pas. Là j'étais témoin, c'est-à-dire que voilà, on était place de la Concorde, évidemment, inutile de dire ici quel moment extraordinaire ça a été pour nous tous, mais il y avait l'ambassadeur des États-Unis. Cet ambassadeur des États-Unis vient, s'agenouille, dépose une gerbe, etc. Bon, très bien, tout le monde. Je rentre chez moi, j'allume le journal télévisé. On voyait un type déposer une gerbe. On m'a pas dit que c'est l'ambassadeur des États-Unis. Pareil sur TF1, je parlais de France 2. Pareil, le soir, il avait même carrément disparu, cet ambassadeur des États-Unis. Moi, on m'a pas trop montré. Vous doutez bien que je n'étais pas allé pour ça, j'étais pas en manque de télévision d'ailleurs, mais je suis pas non plus maintenant, mais à l'époque encore moins. Ce que je veux dire, c'est que moi on m'a pas montré, parce que si des fois on montrait que la droite peut être sexy, c'est emmerdant. Il faut mieux faire croire que la droite, c'est des vieux ringards. Donc si on pouvait montrer que la droite était sexy, ça serait très emmerdant, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui se diraient, tiens, dans le fond, c'est pas si mal que ça. Donc voilà l'exemple même d'une désinformation dont j'ai été le témoin, c'est-à-dire que les télés, vous pouvez reprendre les documents de l'époque, les télés ont fait l'impasse sur la présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, place de la Concorde, le 21 janvier. Alors, une auditrice émission remarquable. Ce qui est arrivé à l'Afrique est une catastrophe depuis la décolonisation, et comme le disait Thierry Ardisson à l'instant, c'est une constatation dont on peut se convaincre, dont on peut vérifier la véracité en lisant les bouquins de Lugan, qui démontrent la catastrophe effroyable qu'a été la décolonisation. Un auditeur fait une remarque qui est très vraie aussi. Il dit mais la recolonisation a déjà commencé au Sénégal et en Côte d'Ivoire, et c'est une colonisation libanaise. Oui, mais c'est une colonisation qui n'a pas le supplément d'âme de la nôtre, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est à l'anglaise. C'est-à-dire les Anglais, tout le monde le sait, ils arrivaient dans un pays où de toute façon ils vivaient entre eux, ils prenaient le pognon et puis ils s'en foutaient. Bon, nous, je dis pas, encore une fois, j'expliquais tout à l'heure que ça a été très utopiste tout ça. Enfin, il y avait quand même de la part des bonnes sœurs, des instituteurs, des médecins, il y avait quand même une volonté d'aider les gens. Vous savez, moi je n'ai rien contre les Libanais d'ailleurs, mais enfin cela dit, je ne sais pas des philanthropes, les commerçants libanais de la côte ouest de l'Afrique. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Alors un auditeur qui est pas loin d'ici d'ailleurs nous dit, vous avez dit qu'on était parti d'Afrique en leur laissant des pays en état de fonctionnement, mais surtout ce cadeau de la démocratie, ça pouvait pas marcher. Non, parce que la démocratie, moi je crois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que la démocratie de toute façon c'est un système qui nous convient, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est un système qui convient au monde entier? Je veux dire que c'est vraiment là une mégalomanie, une prétention totale de vouloir imposer la démocratie au monde entier. La démocratie, ça nous va à nous, et encore, on peut en parler, mais enfin disons globalement ça va, et il n'y a pas de raison de l'imposer aux gens. Si les Africains ils préfèrent fonctionner sous forme de tribus, on voit bien dès qu'ils font des partis politiques, ça se tribalise rapidement, mais c'est pas péjoratif encore une fois de dire ça, parce que moi, j'ai rien contre les tribus, je veux dire, ça me dérange pas, contrairement à d'autres. Moi, j'ai une définition de la démocratie, Serge et Thierry, c'est que la démocratie est un système qui fait voter les Danois jusqu'à ce qu'ils votent oui. Moi, j'ai une autre, c'est très bien, moi j'ai une autre formule sur la démocratie, c'est que je comprends pas pourquoi l'audimat serait mauvais pour la télévision et le suffrage universel bon pour le pays. J'aimerais qu'on m'explique. Oui. Alors, deux questions personnelles, si j'ose dire. Une question professionnelle, mais de caractère personnel. Monsieur Ardisson, pourrait-il mettre Yvan Levaille à la porte de France Inter? J'attends que Patrice Duhamel le fasse, j'espère que... Mais vous savez... c'est intéressant parce que l'autre jour je lisais dans Globe, parce que moi je lis tous les journaux, et je lisais dans Globe Jacques Toubon qui déclarait une semaine après avoir été nommé ministre de la Culture, et Jacques Toubon déclarait je me demande si je suis un homme de droite. Le mec qui vient d'être nommé ministre de la Culture d'un gouvernement de droite, si vous voulez, c'est quand même ce que j'appelle, excusez-nous, d'avoir gagné les élections. Mais récemment, il a fait plus fort, à la dernière page du Monde, le jour où Marché a annoncé qu'il partait, et Jacques Toubon dit c'était un type bien. Alors vraiment, Marché, je veux dire, bon, il y a certains communistes qui se sont trompés déjà en étant communistes, mais
au départ, bon, il y a sûrement quelque chose. Il y a sûrement des types bien généreux. Il ne faut pas être non plus sectaire avec c'est peut-être pas le meilleur. Mais Marché, qui travaillait chez Messerschmitt, qui a approuvé l'invasion de la Tchécoslovaquie par les Russes, qui est vraiment ce qu'il y a de pire. Et Toubon nous dit c'était un type bien. Ouais. Et alors là, je me demande, moi comme je vote pas souvent, je suis pas trahi, c'est au moins l'avantage. Alors, une question extrêmement personnelle, mais je vous la pose quand même, parce que ça pourrait éclairer votre livre. Est-ce que Thierry Ardisson est le fils d'un gouverneur de la Corse, alors gouverneur, le mot est peut-être mal choisi, dans les années 60, non? Qui s'appelait Ardisson? Oui. Non, mais il y a beaucoup... Ardisson, je veux dire d'où ça vient, ça expliquera certaines choses, c'est que ça vient du latin ardus, qui veut dire fort, et sonus, la voix. Donc c'est la voix forte, c'est la grande gueule. C'est la grande gueule, oui. C'est pas mal vu. Oui, c'est pas mal vu. Donc il y a beaucoup en Italie, beaucoup d'Ardissonnais, et en France, pas mal d'Ardissons. Il y en a en Argentine, voilà. Mais je connais pas de gouverneur de la Corse, comme dit cette personne. Merci à Serge Beckett d'avoir invité Thierry Ardisson. Albert Sarraut fumait de l'opium avec Madjoy, de Pouvourville. C'est un personnage très curieux que ce Madjoy. Ouais, voilà, un personnage peut-être qui pourrait fournir un sujet de roman. Mais, alors, vous allez voir comme les choses sont drôles. La radio, vous le savez mieux que moi, c'est un outil extrêmement bizarre dans son fonctionnement. Et un auditeur téléphone en disant qu'il n'est pas protestataire et qu'il est fidèle auditeur, il dit « Je m'élève contre M. de Beckett qui a déclaré que les frères Sarraut étaient fascinants. Il a oublié de dire qu'ils étaient les patrons de la franc-maçonnerie en France. » Alors, la réponse, ça n'empêche rien. On peut très bien être les patrons de la franc-maçonnerie et être fascinant. Hitler est un personnage fascinant. Staline est un personnage fascinant. De Gaulle est un personnage fascinant. Je déteste De Gaulle absolument, mais je suis fasciné par ce personnage, par sa carrière, par sa trajectoire. Alors les frères Sarraut, dire que quelqu'un est fascinant, ça ne veut pas dire qu'on l'adore. Absolument. Ça veut dire qu'on le considère avec un mélange d'attirance. C'est vous qui vous faites engueuler, pas moi. Oui, c'est bien. C'est bien. Alors, non, si, vous avez quand même. Vous n'allez pas partir sans votre paquet, parce qu'un auditeur manifeste son mécontentement d'entendre M. Ardisson, créateur de la revue pornographique Entrevue. Oui, c'est ça, mais ça, bon, c'est ce que je vous dis. Alors, il faut dire que, bon, moi je lisais Interview et je lis Entrevue. Il faut dire que c'est pas vrai, c'est pas une revue pornographique, c'est une revue dans laquelle il y a des articles qui ont un caractère pornographique, c'est pas discutable, mais c'est surtout une revue à la une de laquelle on voit des photographies qui sont des photographies pornographiques. Non, c'est clair. Tout à fait. Le dernier numéro, c'est clair. Non, ce que je veux dire, mais peu importe. Moi, de toute façon, le slogan du journal, c'est toutes les vérités sont bonnes à dire et donc à montrer. Donc c'est vrai que c'est pas un journal qui veut démontrer quelque chose. C'est un journal qui se contente de photographier la réalité. Sous un certain angle, en montrant certains sujets, et parmi les sujets qu'on traite, c'est-à-dire que c'est un journal qui fait tous les mois 92 pages, il y a 4-5 pages, effectivement, qui montrent la réalité, disons, pornographique, érotique, peu importe, moi ça me dérange pas. Bon. Moi je répondrai deux choses à ça. D'abord, ça je l'assume. Le fait de mettre ce sujet en couverture, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on peut tout dire, la vérité, c'est que c'est un journal qui n'a été fait ni pour les annonceurs, c'est-à-dire que dès le départ, j'ai dit que nous, on voulait pas de l'argent de la pub, parce qu'on voulait garder notre libre parole, disons, et c'est pas un journal qui a été fait pour mes concurrents, parce que de toute façon, mes concurrents, ils l'aiment pas, parce que de toute façon, c'est mes concurrents, ils m'en ont jamais. Bon. Alors, c'est un journal, effectivement, aujourd'hui, la presse se porte mal, quand on veut vendre, quand on veut avoir un pouvoir, disons, de vente, et donc de financer des enquêtes, des choses, etc. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. C'est vrai qu'il y a toujours sur la une petite vignette comme ça. Mais quand on lit le numéro en question, le dernier, à Entrevue, encore une fois, bon, il y a les plus gros seins du monde. Alors, est-ce que dans la France, maintenant, deuxième volet de ma réponse. Dans la France, est-ce que vraiment, aujourd'hui, on est rentré dans une société tellement prude, tellement pudibonde, qu'on ne peut pas montrer des nichons dans un journal? Alors là, c'est mon côté, alors là, bon, je revendique. Oui, mais je crois pas que ce soit le problème. Enfin, je crois que c'est pas la société qui est pudibonde, c'est que... on en a marre, il y a une indigestion. Oui. Il y a une indigestion, Oui, on peut vrai. pas avoir une affiche, on peut pas ouvrir un journal, on peut pas allumer sa télé sans voir ça. Bon, je suis un être humain, je suis un homme, je trouve... Bon Dieu a fait les femmes belles pour qu'on les admire. Mais pas tout le temps, partout, sous les angles... Non, mais je sais, même depuis que vous êtes parti de Minute, il y a même une pin-up en dernière page de Minute. Alors, ça, c'est ce qui m'étonne le plus, parce que bon, qu'il y en ait dans Entrevue. Moi, personnellement, on me connaît, mais quand on voit... Oui, mais quand même, on sent...
page 3 du Daily Mirror, mais c'est la dernière page de Minute. Bon, voilà. Oui, mais comme vous l'avez dit, c'est plus que j'en suis parti. Vous en êtes parti et je regrette votre critique de télévision. C'est gentil. Oh là. c'est beaucoup plus. Vous pouvez la lire dans le Libre Journal. Tiens, je vous donnerai un exemplaire de mon journal, vous pourrez vous abonner. Alors, en tout cas, on a un point commun, c'est le refus de la publicité. Mais nous, on la refuse pas, mais on fait rien pour en avoir. C'est la plupart des journaux, si vous voulez, les comptes d'exploitation sont basés à 70%, enfin étaient basés, il y avait plein de journaux, plein de mensuels, parce que moi c'était un mensuel, dont le compte d'exploitation était basé à 70% sur les rentrées publicitaires. Moi je me suis dit qu'on serait ficelé, donc on a décidé de prendre de la pub comme la cerise sur le gâteau. On vend 250 000 exemplaires par mois, et puis les publicitaires, qu'est-ce qu'ils font, les annonceurs? Ils viennent parce qu'on vend, mais on n'a pas fait le truc à l'envers. On n'a pas dit d'abord on va avoir de la pub, et puis après on aura 2-3 acheteurs dans les kiosques, parce que finalement c'est l'inverse. Je crois que c'est sain, même si des fois certains sujets sont malsains. Voilà. Alors il s'est passé deux choses avec ce journal. D'une part, il a changé dans son contenu, légèrement. C'est-à-dire qu'au début, vous aviez fait le pari, me semble-t-il, de ne publier que des interviews. Et maintenant, on trouve des petits papiers qui ne sont pas des interviews, on trouve ou qui sont détournements d'interviews. C'est vrai, oui. Il y a des citations, par exemple, maintenant. Des citations. Absolument. C'est d'ailleurs pas mal fait du tout. Oui. C'est très utile. Il faut les emmagasiner, il faut les mettre de côté, parce qu'un jour ou l'autre, on est sûr qu'on pourra ressortir la phrase pour l'envoyer dans la figure. C'est vrai qu'il y a des citations, vous avez raison. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait des guillemets. Voilà. Le principe, si on est passé de l'interview proprement dite aux guillemets. Et puis la deuxième chose, c'est le changement de titre. Alors ça, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup les auditeurs, mais moi, ça m'intéresse. Alors je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, c'est simple, c'est qu'on n'a pas... Vous doutez bien que je suis associé avec le groupe Hachette sur cette affaire. Ils ont 60% du capital, j'en ai 40. On est associés. Vous doutez bien qu'avant de lancer un journal qui s'appelle Interview, le groupe Hachette, même si moi, je n'avais pas bien vérifié le dépôt, il l'aurait fait. Bon. Donc on n'a pas été attaqué pour le dépôt, on a été attaqué en concurrence déloyale, alors ça c'est absolument extraordinaire, par un journal américain qui s'appelle Interview, qui n'a rien à voir, qui est un journal plutôt sur la mode, branché, new-yorkais, etc., qui est un journal qui se vend en France à 650 exemplaires, et qui est en anglais bien sûr, sur un format différent. Eh bien il y a eu une juge, qui sans doute ne m'aimait pas, c'est ce qu'on m'a dit, apparemment elle ne m'aimait pas beaucoup. Il y a eu une juge qui a dit, oui, c'est de la concurrence déloyale, le fait que l'Ardisson s'appelle Interview, ça fait du tort au journal américain Interview. Nous on a dit, on en vend quand même 250 000 exemplaires, et eux 650. Enfin, on s'est battu, bien entendu, les avocats ont plaidé, il n'y a rien eu à faire, et donc on est obligé de changer le titre. C'est un peu comme si le Daily Express faisait interdire l'Express, si vous voulez. C'est-à-dire comme si l'Espresso faisait interdire l'Express. Mais d'autant qu'il y a un grand journal espagnol qui s'appelle Interview. Il y a un journal espagnol qui s'appelle Interview. Cela dit... En plus, c'est un mot du langage courant. Absolument. Alors moi, ce que je tiens à dire, parce qu'on a la réponse depuis hier, en dehors des pourvois en cassation, etc. Le changement de titre n'a pas fait perdre une vente. C'est-à-dire que finalement, le journal est identifié et que, interview, entrevue, les gens sont allés l'acheter pareil. Donc, ça fait penser, vous vous rappelez le journal qu'avait fait Claude François qui s'appelait Absolu, et qui avait été interdit, alors lui pour pornographie d'ailleurs, clairement, et il avait simplement enlevé le L et c'était devenu Absou. Oui. Mais il y a eu des histoires extraordinaires. Il y a eu Philippe Aki qui a été attaqué pour Pariscope avec le périscope du bâtiment. Le périscope du bâtiment. Jean-François Kahn, quand il a fait l'événement, il y avait un journal de la CFDT dans le Nord qui s'appelait l'événement, il a été en procès pendant 3 ans. Et finalement, il a été obligé de rajouter du jeudi. C'est pour ça qu'il a rajouté du jeudi. Enfin, quand Jean-Claude Goudot avait fait le Chardon, il a été entrepris par une toute petite publication qui s'appelait le Chardon des Vosges. Et qui a fait un procès. Les cas sont très nombreux. Il y a Mademoiselle Ashton qui a été attaquée par le journal Mademoiselle. Alors il disait dans la pub radio non, Ashton. Ce Philippe Aki s'amuse beaucoup. Simplement, maintenant, c'est vrai que ça a changé, les juges, enfin, pas pour les gens de chez Péchinet, rassurez-vous, mais pour les gens qui font des journaux, les juges sont très très durs. Mais si vous bossez si vous avez détourné de l'argent de Péchinet, on vous fait rien. Alors, la télévision, maintenant, un auditeur, on en avait déjà parlé, et c'est pour ça que je vous pose la question, parce que vous m'aviez donné la réponse et je la trouvais intéressante. Un auditeur revient sur l'émission que vous faisiez il y a quelques mois,
dans laquelle il y avait une parodie de confession. C'est pas une parodie, voilà, mais je suis content de pouvoir m'expliquer. Voilà, justement, si la confession et le meuble qu'est le confessionnal avaient appartenu à une autre religion que catholique, dit à quelle religion. Mais justement. Mais alors, est-ce que M. Ardisson se serait permis de les utiliser dans une émission de télévision loin de toute forme de spiritualité? Je suis ravi, alors vraiment ravi de pouvoir m'expliquer là-dessus, parce que moi je raisonne pas comme ça, et c'est peut-être pour ça que je me qualifie moi-même de la droite sexy, et justement je trouve que voilà l'erreur qu'il ne faut pas faire. Ça fait des années qu'on starifie le divan du psychanalyste. Bon, il y a même une émission qui s'appelle Le Divan, on ne vous parle que de psychanalyse toute la journée, moi je ne suis jamais fait psychanalyser, je préfère écrire des livres, c'est plus utile. Et donc, ça a été pendant des années la starification du divan. Et un jour, moi j'arrive, et je dis, on va, excusez-moi l'expression, tant pis, accrochez-vous, on va revamper le confessionnal. On va montrer que le confessionnal, c'est quelque chose qui peut toujours, qui existe, qui est moderne. La preuve, Ardisson le prend dans son émission. C'est un endroit où on parle avec les gens, où on se dit des choses, etc. Alors peut-être que j'ai tout faux, mais en tous les cas, mon ambition, mon intention, c'est bien, et je le dis très très clairement, c'est de dire aux gens, ben voyez, le confessionnal, finalement, c'est pas quelque chose de démodé, c'est pas quelque chose de ringard, c'est pas quelque chose pour ces primitifs de catholiques, c'est quelque chose qu'on peut mettre à l'antenne à 24 heures un samedi à la télé, parce que c'est aussi actuel que le divan du psychanalyste. Alors, moi je le pense, tout à fait sincèrement, je pense que c'est bien, et puis il y a des gens, je comprends, c'est pour ça que je suis ravi de pouvoir leur répondre, qui disent, bah non, Ardisson il se fout de la gueule du confessionnal, etc. Bon. Alors, ce qui était, je t'en prie, au contraire, il y a eu des, moi je le dis en tant que téléspectateur, il y a eu des moments très émouvants. Alors j'allais dire, c'est ça, il y a une dimension qui était très curieuse dans ce passage d'émission, c'est que ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'on voyait des pitres, des comédiens, qui arrivaient dans le confessionnal. Mais oui, parce que vous savez pourquoi? Je vais vous répondre pourquoi. Mais c'est un truc que j'ai compris. Mais oui, vous savez pourquoi? Parce que quand vous ne regardez pas la personne, et ça c'est les anciens qui ont pensé avant nous, quand vous ne regardez pas l'intervieweur, parce que l'intérêt de cette séquence, c'est qu'effectivement d'habitude vous regardez la personne que vous interviewez. Bon. Là, le fait d'être côte à côte et d'avoir les yeux baissés, fait qu'on se laisse beaucoup plus aller à parler parce qu'on n'est pas sous un regard. Et donc, ça démontrait la puissance du confessionnal. Alors encore une fois, je regrette d'avoir choqué certaines personnes parce que c'était l'inverse de mon intention. Je n'ai pas choqué. Hardimat, qui était une émission flash, une émission éclair dans la programmation, et qui était une provocation pure et simple de la première à la dernière minute. Là, on a fait Chanteur mort, par exemple. Alors moi, je me marre, parce que là, on avait sur France 2, on a eu Edith Piaf samedi soir, puis ce soir, Foucault nous fait Jacques Brel. Et nous, on a une séquence, de temps en temps, quand l'audience allait mal, il y a mon collaborateur, là, mon François Rollin, mon professeur Rollin, qui dit « Oh, Thierry, écoutez, ça va pas, l'audience va pas, qu'est-ce qu'on va faire ?» Les chanteurs morts. Alors, évidemment, l'audience remonte, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Les enfants de chanteurs morts. Les enfants de chanteurs morts. Puis si on faisait les femmes de chanteurs morts. Et c'était une critique sauvage de la télévision, évidemment. Mais bon, il y a un journaliste qui a dit Ardisson, avec cette émission, met en scène son éviction du service public. Je crois que c'est un petit peu exagéré, mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu envie, là aussi d'arracher le masque, non plus celui de mes invités, j'ai eu envie de dire la vérité, de montrer la vérité, non pas de la dire, mais de la montrer. Dire voilà, vous savez ce que c'est un animateur télé, c'est un type qui est devant la caméra comme un lapin dans les phares d'une automobile, et qui n'a qu'une peur, c'est que vous ne le regardiez pas. Et donc à partir de là, le discours, c'est effectivement, si vous zappez, je suis viré, donc je vais faire tout ce que je peux pour vous garder, et donc je vais faire la démagogie, bien entendu. Et c'était une démonstration par l'absurde. Alors là aussi, ça a été des fois mal compris, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je surestime sans doute les gens. Comment réagissaient vos confrères, entre guillemets, les gens de la télé, quand ils voyaient cette émission qui était effectivement... Ils me disaient, tu vas te faire virer. Oui, ça a été. Il disait, tu dis ce qu'il faut pas, tu dis exactement ce qu'il faut pas dire. Oui, c'est-à-dire là, tu es en train de, vous avez vendu vous avez arraché le masque, vous avez vendu le secret de la boutique. Voilà. Là, ils m'ont dit, là, tu vas te faire virer. Je me souviens de Pivot me disant un jour, je sais plus ce qu'il y avait eu, me disant, bah, écoute, oui, là, tu comprendras que on va te virer, de toute façon, c'est clair. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça, une fois de plus, ça démontre l'existence de cette espèce de complicité, de connivence. C'est une société de connivence. Vous voulez que je vous parle de connivence? Bernard Rapp fait il y a 15 jours un plateau, remarquez, c'est pas grave, personne ne regarde son émission, enfin il fait un plateau sur l'Inde. Mais évidemment, quand vous avez un bouquin qui s'appelle Pondichéry, on ne vous invite pas. On invite Catherine Clément et Irène Frein, mais comme Pondichéry, tout le monde le sait, c'est pas en Inde, bien entendu. Donc lui, il m'invite pas parce que moi j'ai appelé Chancel.
Je lui dis, je pense que quand même dans la vie, il y a des règles, qu'on peut se disputer sur le plan juridique pour un contrat, mais que là, on est dans le domaine de la littérature. Moi, ce livre m'a coûté 4 ans de ma vie, les week-ends, les soirées, la vie de famille que j'ai un petit peu sacrifié pour ça. Alors, je trouve que là, c'est pas bien. Là, je te promets, on lui a pas donné d'ordre, comment peux-tu penser une chose pareille, etc. Je dis, écoute, non, je te dis simplement que si vous lui avez donné un ordre, c'est un mauvais ordre. Et l'autre m'a pas invité. Je veux dire que c'est de l'autocensure, mais c'est de la... Alors, c'est vraiment, je veux dire, l'exemple même de cette complicité dont vous parliez à l'instant. C'est-à-dire que le mec, ils lui ont rien demandé. Je crois, je chansonne non, c'est pas la peine de... C'est même pas la peine de lui demander. C'est Rhapsody Ardisson est en procès avec France 2. Il y a un bouquin, comme j'ai adopté un chien il y a pas longtemps, je lis un bouquin sur les chiens, et il y a un type qui explique comment on fait pour dresser un chien. Alors, il explique qu'on lui met un collier, qu'on lui dit assis et qu'on tire sur le collier, comme ça le chien s'assied. Et puis il y a un moment où on dit assis et on ne tire plus sur le collier et le chien s'assied. Et puis il y a un moment où, alors on fait ça avant de traverser, quand on arrive au bord du trottoir, on dit assis, on tire sur le collier, le chien s'assied. Puis au bout de 15 jours, on dit assis sans tirer sur le collier, le chien s'assied. Et au bout de 3 semaines, c'est même plus la peine de dire assis. Quand on arrive au bord du trottoir, le chien s'assied tout seul. Voilà, c'est des modes de fonctionnement qui sont constants dans la société animale, même quand elle est humaine. Roger ? Voilà, moi je fais des milliers d'interviews. Un moment vient où on pose une question très embêtante. C'est une question que je crois tout le monde se pose. Qu'est-ce qui s'est passé avec Baffy ? C'est-à-dire ? Je ne veux pas aller plus loin dans ma question, je vous demande ce qui s'est passé avec Baffy. Baffy, c'était le gars qui faisait les interviews, enfin oui, pas les interviews. Moi, la rumeur, il y aurait eu quelque chose qui... Ah non, moi Baffy, si vous voulez, c'est un type que je trouve remarquable, parce que c'est un vrai... bon, on dit toujours la monarchie, c'est l'anarchie plus 1. Baffy, c'est la monarchie moins 1. Il est carrément anard. Mais il n'est pas anard de gauche ou de droite. Il est anard. Parce qu'anard, on n'est pas de gauche ou de droite. C'est comme les royalistes de gauche et les royalistes de droite, ça. Donc, Baffy, c'est un type, un jour, je le vois, je l'avais pris pour écrire avec moi sur les émissions, puis un jour, il me dit, tu sais, moi, je fais aussi des trucs dans la rue. Et il m'a montré un petit sujet où il allait voir les gens qui avaient des petits blousons l'hiver avec des manteaux, avec en sky, avec des cols en synthétique. Et il disait aux gens dans la rue, vous vous rendez compte, mais vous portez du sky, mais vous pensez à la douleur de la maman sky sur la banquise quand on tue son bébé sky. Alors le mec, et les gens disaient, ouais, remarquez, c'est vrai. Hein. Bon, mais c'est du synthétique. Vous pensez à la mer synthétique, et les gens, et on a les films. Les gens disaient, oui, c'est vrai, vous êtes complètement influencé. Les gens disaient, enfin, je vais faire de la peine à une personne qu'on connaît, mais c'est vrai que cette espèce de passion pour les animaux, moi je trouve quand même qu'il faut s'occuper des gens d'abord. Et donc, c'est vrai que Baffy m'a montré ça, et je me suis dit, ce type est génial. Je me suis dit, ce type, il a tout compris, il va démontrer la connerie humaine toute la journée, voilà. Et alors lui, pareil que moi, c'est-à-dire que le pauvre Baffy, à force de dénoncer la connerie humaine, si vous voulez, c'est vrai qu'un jour, la connerie humaine a eu raison de lui, quoi. Et je veux dire, on a gardé les meilleures relations du monde, et je lui souhaite de réussir. Je veux dire, c'est un type que j'aime bien, au fond. C'est un type un peu fruste, comme ça, mais que j'aime bien. Mais le sort de Baffy et le vôtre, c'est un peu la démonstration que dans cette société prétendument libérée, prétendument affranchie de tous les tabous, etc., il y a vraiment des barrières qui sont très très physiques, qu'on n'a pas le droit de franchir. Et au fond, moi je me demande si vous n'avez pas, vous, commis une erreur de conduite, en ce sens que vous étiez arrivé à vous créer un personnage unique à la télévision, l'homme de droite, monarchiste, traditionnaliste d'une certaine manière, mais moderne, sympathique, souriant, branché, etc. Donc le gars qu'on peut laisser s'exprimer, parce que c'est un alibi en fait. Et puis il y a un moment où cet alibi va trop loin et où là le coup près tombe. Oui, on m'avait dit, moi j'ai un très bon ami que je ne citerai pas, qui me parle toujours de la ligne jaune. Il m'a dit fais attention de ne pas franchir la ligne jaune. Alors je lui dis mais attends, c'est terrible ce que tu me dis, l'histoire de ligne jaune, mais je connais pas, j'ai même pas le permis de conduire. Bon. C'est vrai que c'est ambigu ce propos, parce que maintenant c'est des lignes blanches, donc le choix de la couleur est étrange. Et c'est vrai, si vous voulez, que si je ne refaisais jamais de télévision, vous auriez raison. Je pense que, vous savez, les présidents passent, qu'effectivement, bon, Bourges
m'a dans le nez, mais que le prochain m'aura peut-être moins dans le nez. Ça peut pas être pire. Je veux dire, Vous l'avez appelé Omar Bongo, je crois. Omar, c'est pas gentil pour Omar Bongo. C'est pas du tout mérité. Mais... Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il se conduit un peu faut le dire, sur la chaîne, c'est quand même, tout le monde est courbé devant lui, quoi. Je veux dire, les gens, c'est une espèce de dictature, et c'est vrai qu'il est très comme ça, quand il dit quelque chose, dans les réunions, personne n'ose parler, enfin, paraît-il, moi j'y vais pas, moi je suis pas salarié de France 2, moi je suis un producteur indépendant, je suis un petit entrepreneur, et donc il paraît que c'est effectivement un peu comme Omar Bongo, ou Fidel Castro. Un auditeur vous demande si vous ne craignez pas que le fait de vous exprimer sur les ondes de Radio Courtoisie vous cause du tort auprès de France 2. Je crois que le pire est fait, là. D'abord le pire est fait, puis je vais vous dire, Minute m'avait demandé une interview il y a 1 an, je l'avais donnée, vous m'invitez, je viens volontiers, moi je suis tout à fait partisan de la liberté d'expression, et je m'exprime où je veux, quand je veux, et je n'ai de compte à rendre à personne, sauf à ma femme et au bon Dieu, voilà. Belle formule. Comme vous avez commencé à dire du bien de certains de vos confrères, un auditeur en profite pour vous demander ce que vous pensez d'un animateur dont il donne le nom. Moi je vois pas très bien de qui il s'agit, mais vous connaissez peut-être Arthur. Ouais. Ce que je pense d'Arthur, c'est très simple, c'est que c'est un excellent animateur de radio, il est assez marrant l'après-midi moi je l'ai entendu un jour sur Europe 1 dire aux gens, bon vous allez tous devant, il est sur Europe 1, vous allez tous devant RTL, et vous klaxonnez. Et il mettait la radio sur RTL, il disait j'entends pas, et au bout d'un moment on entendait bien sûr, donc il pourrissait la vie d'RTL. Moi je trouve qu'un mec qui a des idées comme ça peut pas être complètement mauvais. C'est rigolo, c'est vrai. C'est très rigolo. Maintenant, son émission de télé était vraiment abominable, mais en radio, je l'ai toujours dit, d'ailleurs en radio il a de très bonnes idées, quand on l'entend dans un taxi l'après-midi il peut être marrant. L'autre jour il avait une idée qui était du même genre, je crois qu'il le fait de temps en temps d'ailleurs, je trouve cette idée formidable, moi je suis un provocateur aussi. Il arrête une voiture, il envoie un animateur arrêter une voiture dans une rue, et il dit au gars, voilà, vous arrêtez votre voiture, et chaque fois que quelqu'un derrière va klaxonner, on vous donne un disque compact. On vous offre un disque compact pour chaque coup de klaxon. Alors le type arrête et serre le frein à main, il bloque la rue, mais il peut la bloquer pendant une demi-heure, et il se fait une discothèque. Ça. Moi je trouve qu'il y a un truc qui se perd en France, c'est cette espèce de côté comme ça, potache, la farce, je veux dire. On est dans une société de plus en plus politically correcte, consensuelle, etc. Dès que vous avez pas les mêmes idées que les autres, on vous met au banc de la société, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, là, un auditeur téléphone en disant l'interdiction du titre d'interview, c'est bien fait pour la G, alors je sais pas de quoi il veut parler, de ceux qui donnent des noms anglais à leurs journaux français. Oui, marqué, vous me direz entrevue, c'est la traduction intégrale d'interview, c'est clair. Alors, on revient à la décolonisation, à cause des auditeurs qui posent des questions. À la télévision, nous fait remarquer un auditeur, lors d'une émission religieuse récente, une Malienne a déclaré qu'elle retournerait volontiers au Mali à condition qu'il y ait le progrès. Bah oui, c'est comme dans mon bouquin, la dernière phrase, c'est un type, c'est une phrase que j'ai entendue, que j'aurais pas la prétention de me l'attribuer, mais il y a un jeune indien qui dit ça finit quand l'indépendance. C'est exactement pareil. Oui, puisqu'on revient au livre, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis maintenant, c'est un livre remarquable. D'abord parce que l'écriture est très vu le temps que j'y ai mis, j'ai pas de mérite. Très française, cette légèreté. Et puis les personnages sont beaux. Dorger est un très beau personnage qui se fissure à mesure que le livre avance, alors qu'au début on a l'impression d'un vieux bonhomme totalement perdu d'alcool. Et en fait il est très structuré. C'est un beau personnage. Voilà, un auditeur arrive chez lui très fatigué, il écoute Radio Courtoisie, il entend Thierry Ardisson et il est complètement retapé. Merci à Thierry Ardisson pour le tonus qu'il sait nous communiquer. Merci à vous. Docteur Ardisson, merci beaucoup. Je vais soigner comme le mage de Sabatier bientôt par les ondes. Je vous en supplie, ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu. Thierry Ardisson fait partie des gens qui cassent la baraque alors là j'arrive très mal à lire, quand la césure du changement du gouvernement est intervenue, quand il avait les pleins pouvoirs, il n'a rien dit, rien fait, c'est un m'as-tu vu. Ah oui, je croyais que c'était un compliment, mais pas du tout. C'est-à-dire ce que ça veut dire, c'est que je comprends pas. Je crois comprendre que on vous reproche de parler maintenant que vous n'avez plus rien à perdre, alors que vous gardiez le silence quand vous aviez votre situation. C'est pas vrai. Enfin, j'ai fait Louis XX, je me suis fait traiter par Max Gallo chez Pivot qui m'a expliqué, parce que je faisais de la pub dans mon jeune âge.
ce que je ne regrette pas d'ailleurs, parce que c'est une bonne université pour apprendre à communiquer en tous les cas. Et Max Gallo m'a traité plus bactère chez Pivot en disant la monarchie lave plus blanc. Enfin, je veux dire, je me suis fait traiter plus bactère. Non, cette histoire de monarchie, le fait de le dire m'a sûrement créé plus d'ennuis que ce que ça m'a rapporté davantage. Et puis encore une fois, je me suis jamais caché. Je me souviens d'un jour où j'avais invité Conque dans une émission de télévision. Je pense que la personne qui se permet de dire ça, en tous les cas, n'a pas bien vu ce que j'ai fait et ce que j'ai dit depuis quelques années, parce que je me suis jamais caché de mes convictions politiques, religieuses. J'ai jamais, ça veut pas dire que j'adhère à tout ce que peut raconter Conque, mais enfin, disons que globalement, je pense déjà qu'il a beaucoup de talent. Moins en ce moment, d'ailleurs, malheureusement, je sais pas comment ça se passe pour lui à minute, mais ses dessins sont beaucoup moins drôles qu'à une époque. Moi, je me souviens d'un dessin extraordinaire où il y avait des gens qui quittaient la France et il y avait marqué « Vous quittez la zone française ». J'ai trouvé ce dessin absolument extraordinaire. Oui, c'est un grand dessinateur. Ouais. Alors, je précise que Gauthier Guillet, qui est parmi nous ce soir, a profité de cette évocation de Conque pour offrir à Thierry Ardisson le dernier recueil de dessins de l'intéressé. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas un cadeau, c'est ce qu'on appelle une vente forcée. Je plaisante. C'est comme faisait Baffy avec les disques de Dorothée. Voilà, Baffy. Quand on parle de Baffy, je veux dire Baffy dénonçant, c'est-à-dire donnant aux enfants des disques, la maman disant mais attendez, moi je vous ai rien demandé. Il dit non, mais vous m'avez rien demandé. Je le donne à l'enfant. L'enfant ne veut plus le lâcher, et vous me donnez 30 francs, c'est la méthode Dorothée. Et moi, je trouve qu'il y a une dénonciation là-dedans qui est joyeuse, parce que la dénonciation n'est pas obligatoirement triste, comme vous le savez. Que devient l'excellent revue littéraire Rive Droite? Alors, Rive Droite recommence, c'est-à-dire qu'effectivement, on a publié quelques numéros, et c'était mal organisé au niveau de l'équipe, au niveau du rythme de parution. Et là, je peux annoncer que Rive Droite, à partir de début de l'année, va repartir, donc chez Albin Michel, toujours, et le format qu'on connaît, et puis essayer justement sur le plan littéraire, disons, là aussi, de montrer que la droite, c'est pas uniquement des gens gaga, et qu'il y a aussi des mecs de 22 ans qui écrivent des textes sublimes. Mais on peut aussi écrire des textes sublimes à 55 ans. Ah, mais ça, j'espère bien que j'en ai 45. Dites-moi une chose, est-ce qu'il y a encore des écrivains de droite aujourd'hui? Qui pouvez-vous citer? Moi. Oui. Il y en a moins, simplement les écrivains de droite, comme vous le savez, ils aiment pas, parce que c'est un peu la théorie des hussards, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de romans engagés. Moi, ce que je dis simplement, c'est que maintenant, il faut faire des romans engagés. C'est-à-dire, il faut arrêter de se référer aux hussards et de dire on ne fait pas de romans engagés, la vie n'est pas... Oui, parce que les hussards, il y a un demi-siècle, bien sûr. La vie n'est pas sérieuse, pourquoi allons-nous dire des grandes idées dans nos romans? La vie n'est pas sérieuse, on parle de femmes, on parle d'alcool, on parle de soirées, enfin, on connaît toute cette littérature formidable, bien entendu. Moi, je parlais de Paul Morand tout à l'heure, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis un peu le contraire. Moi, je dis qu'il est temps de reprendre la parole, parce que, bon, moi, je me souviens, moi, j'ai été élevé par des professeurs communistes, mais j'avais dit à mon père, je racontais cette anecdote, parce qu'elle me revient à l'instant à l'esprit, pour les jeunes. Mon père me disait toujours, écoute, je dis, papa, c'est quoi le communisme? 7 ans, c'est quoi le communisme? Toujours. Le jour où tu verras un type qui risque sa vie pour sauter le mur de Berlin d'ouest en est, tu pourrais être communiste. Tant que les mecs risquent leur vie pour la sauter d'est en ouest, tu ne seras pas communiste. T'as compris? Je dis oui, papa. Bon. Et effectivement, on a vu qu'effectivement, ce qui est arrivé depuis. Donc je crois que, comme souvent l'avenir nous donne raison, on aurait tort de ne pas s'exprimer. L'avenir pour Thierry Ardisson, c'est quoi maintenant? Vous allez refaire de la télévision? Je vais faire de la télé, mais alors des choses, disons, plus en ligne avec ce que je suis vraiment, disons, c'est-à-dire puis avec mes centres d'intérêt actuels, parce que quand on parle de bain de minuit, de lunettes noires, de double jeu, tout ça, maintenant c'est de l'histoire ancienne, hein. J'aimerais réconcilier mes activités télévisuelles avec mon travail littéraire. Alors j'ai proposé une émission à Hervé Bourges que je trouvais formidable, parce que c'était vraiment... c'était pour moi. C'est-à-dire qu'au lieu d'interviewer Carlos et Amanda Lear pour faire de l'audience, j'interviewais Napoléon Bonaparte, j'interviewais Jules César, j'interviewais des personnages historiques. Et alors j'étais très content parce que c'était ni du TF1, ni du Arte, c'est-à-dire qu'on faisait du culturel mais sous une forme moderne. C'est un talk-show moderne, mais évidemment j'invitais des comédiens qui jouaient des personnages hystériques et qui disaient des phrases vraies.
Alors, ils ont un petit peu hésité, puis finalement, ils ont décidé de donner l'émission à Laure Adler. Alors là, évidemment, il y a beaucoup moins de problèmes avec elle. Elle fera ce qu'on voudra bien qu'elle fasse, ce qui n'est pas obligatoirement mon cas. Vous savez qu'il y a des questions auxquelles on n'échappe pas, c'est drôle. Je suis journaliste depuis 25 ans et je crois que ça existait 100 ans avant. Et on vous a posé la question tout à l'heure, alors je vais vous la poser puisque c'est une auditrice qui demande. Combien gagne M. Ardisson? L'article de Libération, page 10 d'aujourd'hui, publie les salaires de cette nouvelle caste. Bernard Pivot, 2 millions par an. Ève Ruggieri, 1 400 000 francs par an. Un technicien de base, 8 000 francs. Ça, je voudrais bien qu'on me montre quel technicien de base à la télévision gagne 8 000 francs par an. Par mois, il faut quand même pas se moquer du monde. Et comment justifie-t-il de tels salaires? Je justifie d'abord, moi, ce qu'il faut dire, c'est que je ne suis pas encore une fois salarié de France 2. Moi, je suis un entrepreneur. J'ai créé des sociétés, une société de presse, une société de télévision. Donc, j'ai pris des risques. Et je trouve que notre pays, en ce moment, manque de gens, de jeunes, ça qui prennent des risques. Ça manque beaucoup, ce pays, je trouve, de Bonaparte au Pont de l'Arcole. Moi, j'ai pris des risques. J'ai créé ma société. Cette société fait des bénéfices, comme toutes les sociétés. Je veux dire, je pas, enfin, comme toutes celles que j'ai créées, disons. Et donc, moi, je me paye 50 000 francs par mois. Maintenant, c'est vrai qu'à la fin de l'année, sur le compte de ma société, il y a des dividendes. Il n'y a pas des dividendes, parce que les dividendes, ça veut dire que je les prends. Il y a des bénéfices que je prends pas obligatoirement. Mais si vous voulez, quand on a la grande gueule que j'ai, ce que je dirais, c'est que c'est une mesure de salut public d'avoir un peu d'argent à la banque. Parce que si j'étais un consensuel mou, à la limite, je m'en ferais pas pour mon avenir, mais comme vous le disiez tout à l'heure, je risque de pas. Vous seriez peut-être à Brossolette, là, si vous étiez. Je serais sans doute à Brossolette. Et donc, finalement, moi, d'abord, premièrement, je suis ravi d'avoir ce petit capital sur le compte de ma société, parce que ça me permet de ne pas être obligé de faire la météo quand j'ai pas de boulot, pour nourrir mes enfants. Et deuxièmement, alors je dirais à la personne qui a téléphoné, je dirais qu'après tout, c'est la loi du marché. Je veux dire, on ne peut pas, je trouve, c'est quand même. Ben oui, il y a des gens qui gagnent plus. Alors moi, d'abord, parce qu'ils ont plus de talent. Parce qu'ils travaillent plus. Moi, je travaille 14 heures par jour. Sous mes heures désinvoltes comme ça, je commence à 7h30 le matin, je finis des fois à 11h30, minuit du soir. Donc, je veux dire, c'est normal quand on a du talent et qu'on travaille beaucoup, qu'on gagne de l'argent. Je veux dire, moi, je suis pas... Alors là, franchement, ça me semble normal, quoi. Je pense pas que l'argent doit mener le monde. Je pense pas qu'on doit s'abaisser devant le veau d'or. Mais je pense que dans une société telle qu'elle est aujourd'hui, en plus, ça dépend l'argent... ce qu'on en fait. Je veux dire, moi, j'en fais un usage qui est, moi, j'ai acheté une maison à ma femme, à mes enfants. Je veux dire, je pars pas tous les week-ends à Deauville avec des mannequins. Je veux dire, bon. Donc moi, j'ai aucun problème. Je dirais qu'il y a un autre aspect quand même, c'est l'aspect simplement du marché. C'est-à-dire, je me souviens quand j'étais gamin, on s'étonnait. Johnny Hallyday à l'époque, la super vedette, gagnait beaucoup d'argent et tout le monde disait mais c'est scandaleux. Alors ça n'a rien de scandaleux. À partir du moment où un chanteur monte sur scène et réunit dans la salle 5000 personnes qui payent l'entrée 100 francs, il y a 500 000 francs à distribuer. Voilà. C'est quand même normal que le chanteur prenne une partie de cet argent. Ce que je veux dire, en plus, s'il y avait que lui qui pouvait monter sur scène, on dirait c'est scandaleux, machin, il chante vachement bien, il peut pas aller sur scène. N'importe qui dans la France d'aujourd'hui peut proposer des émissions à la télévision, peut monter des journaux. C'est pas tout à fait vrai quand même. Et moi, écoutez, franchement, non mais attendez, je veux bien que ce soit pas tout à fait vrai. Moi, je suis l'exemple même d'un mec qui suis arrivé à Paris, je suis pas un héros, mais je suis arrivé à Paris, j'avais 50 francs en 1970, je connaissais personne, j'étais d'aucune coterie, d'aucun clan, d'aucun réseau, d'ailleurs ça n'a pas changé, et j'ai eu la possibilité, j'ai fait mon truc, quoi, j'ai bossé, j'ai fait mon trou, j'y suis arrivé, je ne vais pas faire le grand numéro de l'autodidacte, mais enfin c'est vrai que j'ai fait mon truc, alors... tout le monde peut monter un journal, tout le monde peut chanter sur scène en tous les cas. J'ai jamais entendu dire que si quelqu'un avait du talent, on lui interdisait de chanter. Donc je crois que là-dessus, il faut être cool. Il faut pas commencer à être jaloux, à être aigri, à être amer. On dit machin, vous avez vu, il gagne 2 millions par an. Bah écoutez, madame, vous faites apostrophe et vous gagnerez peut-être 2 millions par an. Je veux dire, Pivot, il a fait quand même une émission qui était pas mal. Maintenant, ça a beaucoup baissé, mais à l'époque, c'était pas mal. Voilà. Ce que je trouve très, très intéressant dans votre attitude, c'est que vous êtes quelqu'un d'extrêmement positif. Hein. Au fond, vous n'avez pas du tout aucune amertume, jamais. Non, parce que ça sert à rien. Je n'ai jamais eu d'amertume. Je regrette rien de ce que j'ai fait, pourtant j'en ai fait des conneries. Je regrette rien de ce que j'ai fait et j'essaye d'être positif. Et plus je vieillis, plus je le suis. Et je crois que ce qui me donne cette force, c'est d'être croyant, d'avoir la foi, et ça m'aide beaucoup. Et effectivement, j'essaie de pardonner. L'autre jour, j'étais dans une émission absolument scandaleuse qui s'appelle Rien à cirer, où je me suis fait allumer comme un malade. Ça m'a fait surtout de la peine pour mes parents.
Il y avait vraiment des trucs qui étaient... C'est une émission sur France Inter. Oui, qui est une émission... C'est l'horreur. C'était lundi, c'était une émission vraiment qui était vraiment... En plus, on peut pas répondre, c'est-à-dire que les papiers s'enchaînent les uns derrière les autres, donc vous n'avez même pas le temps de moufter, déjà c'est un autre qui commence à vous assassiner. Bon... Je suis sorti de là, je me suis dit, bon, après tout, Ardisson, toi, dans ta vie aussi, t'as dû faire de la peine à des gens, en leur posant certaines questions, puis tu rigolais bien, et puis aujourd'hui c'est ton tour, voilà. Je crois qu'il faut avoir un peu de bon sens, quoi. Mais vous parliez de vos parents, justement. Quand on a une stature d'homme public, comme vous, une image publique, comment ça se passe ça c'est une question très intime, mais dans le milieu familial, vis-à-vis de votre femme, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos parents, comment reçoivent-ils justement ces choses-là? Oui, moi si vous voulez, il faut dire une chose, c'est que j'ai toujours, c'est terrible à dire, mais bon, j'ai toujours eu le sentiment d'être un peu comme le canard noir du conte d'Andersen. Je me demandais ce que je faisais là. J'adorais mes parents m'adoraient, bien entendu, je les aime plus que tout, je les appelle tous les jours, deux fois par jour, j'ai un véritable attachement pour eux. Mais étant enfant, je me demandais toujours un peu ce que je faisais là. Je sentais que j'avais, pour un destin, c'est pas exagéré non plus, mais je sentais que j'avais quelque chose, comme ça, comme un aimé de Dieu, si on veut, comme un Amadeus, quoi. Je sentais que j'étais différent des autres, j'ai toujours senti. Donc cette différence que je peux ressentir aujourd'hui quand je débarque chez mes parents, comme disait Michel Delpech dans la chanson, on dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. C'est une très jolie chanson. Très belle chanson. Il y a aussi Dis Mamandi, qui est une très belle chanson, Si tu voyais ma vie. Je crois que cette différence, je la sentais déjà étant tout jeune, quoi. Par exemple, le soir, mes parents, à un moment, on avait dîné, on les écoutait un peu la radio. Moi, déjà, je lisais le dictionnaire, c'est quand même bizarre pour un gosse. Et puis après, je partais dans mon bureau, puis j'écrivais. À l'âge de 13 ans, j'écrivais des nouvelles et tout. Donc mes parents, ils m'ont toujours dit, celui-là, il est un peu, c'est mon père, dit ça gentiment, il est un peu fada. Toujours dit, je pauvre Thierry, il est un peu fada. Bon, donc j'ai toujours été un peu à part. Alors que mon frère, lui, non, il était comme eux, il est resté comme eux, quoi. Donc cette différence. Quel faisait votre père? Mon père était ingénieur de travaux publics, donc c'était très dur parce qu'on se baladait beaucoup, il a fait tous les grands chantiers de l'après-guerre. Et notamment, il a travaillé, je suis pas pied noir, mais il a travaillé à la construction de la base de Mersel-Kébir. Et sûrement que ce que j'ai vu là-bas à l'époque, même si j'étais très jeune, a fait que j'ai vu cette harmonie qui existait entre les juifs, les musulmans, les catholiques en Algérie, qui se passait beaucoup mieux qu'à Sartrouville aujourd'hui, il faut bien le dire. Et c'est pour ça que je fais ce bouquin aussi. Puis en 62, j'habitais à Salon de Provence, puis j'ai vu arriver les pieds noirs, dont on nous expliquait que c'était des gens, des milliardaires qui faisaient suer le burnous. Le soir, voulait les rejeter à la mer. Le pauvre Ramirez, il avait sa valise en carton, il était épicier à Oran, il était guère plus riche que ses clients. Et donc c'est vrai qu'il y a certaines choses comme ça que j'ai envie de dire, c'est une des raisons pour lesquelles je m'intéresse à la colonisation. Alors un prochain livre sur ce genre de sujet, ou c'est réglé ça? Non, si vous voulez, en ce moment je travaille beaucoup sur le Portugal. Bizarrement, je trouve que les Portugais c'est un peu une caricature de la France. C'est un pays qui a été très grand puis qu'aujourd'hui n'est pas grand chose, faut bien le dire, une espèce de Finistère comme ça au bout de l'Espagne. Les Portugais sont les premiers qui sont partis et les derniers qui sont revenus, ce que je trouve assez drôle. Goa est une ville humide, Pondichéry une ville aride, etc. Puis Dorgère, quand il part de Pondichéry en 54, il arrive en France en 62, entre les deux il est à Goa. Le jeune, son petit-fils qui meurt au début du bouquin d'une overdose, il est sûrement passé à Goa. Donc je suis en train de réfléchir à un livre qui sera un contrepoint, et où là je montrerai une autre forme de colonisation, de la colonisation portugaise, qui a été très différente de la nôtre, mais eux, il y a eu d'abord l'épopée catholique, où ils sont allés pour évangéliser, donc c'est le tombeau de Saint-François-Xavier à Goa. Et puis en même temps, ils se sont métissés, les Portugais, c'est très bizarre, c'est-à-dire que c'est un truc c'est même un des rares peuples qui s'est autant métissé, et puis à la fin de l'empire colonial du portugais, je trouve absolument génial, les mecs sont vraiment partis quand ils ont foutu dehors, quoi. Nous on est partis comme un P sur une toile cirée de Pondichéry. Là-bas quand même il a fallu que l'Inde masse son armée à la frontière de Goa pour les faire partir, je veux dire. Et je trouve qu'il y a quelque chose de grand dans le Portugal. Et pour en revenir à la droite sexiste, ce qui m'a donné l'idée, pour tout vous dire, c'est un groupe de rock très bien portugais qui s'appelle Heróis del Mar, c'est-à-dire les héros de la mer, et qui est vous connaissez? Ah oui, c'est merveilleux.
Gauthier Guillet est un érudit. J'ai passé plusieurs fois à Paris, c'est toujours éblouissant. Voilà. Je ne sais pas s'il existe toujours. Et je crois que Héros de la mer, c'est le nom, et vous allez me le confirmer, c'est-à-dire que vous avez une culture extraordinaire, c'est le titre de l'hymne portugais, simplement. Ah bon? C'est vraisemblable. Et donc je suis assez attiré par ça en ce moment. Je travaille là-dessus, vous savez, pour les bouquins. Alors autant pour les journaux, pour les émissions de télé, je raisonne. Évidemment, je me dis, je fais du marketing créatif, c'est normal, c'est des produits qu'il faut vendre. Bon. Autant là, pour les bouquins, je me laisse aller à mes intuitions. Quand j'ai fait Louis XX, tous mes copains m'ont dit, mon pauvre Ardisson, qu'est-ce qui te prend? Bon, ça a été un succès justement parce que je cherche pas à vendre. Je crois que quand je fais des livres, je fais vraiment les livres que je sens. Et comme par hasard, enfin je touche du bois, vous me direz, en fait ça fait 2 qui marchent, parce que le Pondichéry marche très bien, mais je pense que j'ai raison d'écouter mon instinct, parce que là vraiment je ne fais pas du tout de marketing, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, et puis les gens sentent que c'est honnête, quoi. Roger, vous vouliez poser Oui, je vais parler une seconde de Pondichéry, parce qu'il faut parler du livre. Oui. Est-ce que vous pouvez prédire, comme par exemple Serge de Beketch, Roger Mine, Alain Sanders, j'en cite 3 parmi 50, savent, lorsqu'ils sortent un bouquin, qui va en parler, en bien ou en mal, et qui va ne pas en parler? Moi, je peux vous citer 6 journaux qui ne parleront pas de votre livre. Est-ce que vous connaissez ces 6 ou 8 ou 4? Oui, c'est différent. C'est-à-dire que moi je suis aidé d'abord par la médiatisation de mon personnage. Oui, c'est exact. Donc c'est vrai que les gens en parlent. Oui. J'étais très heureusement surpris par un grand papier de match qui a ouvert, mais ça m'a pas étonné, connaissant Roger Théron. Non pas, je dis pas connaissant parce que le connaissant, mais connaissant ses idées, connaissant sa sensibilité. Bizarrement, l'événement du jeudi a fait plutôt un bon papier, comme quoi. Bon, dans Globe, ils se sont cru obligés de démolir Entrevue pour pouvoir dire du bien, enfin le garçon pour dire que Pondichéry était un bon, tu sais, qui veut louer le chêne, etc. Donc, bon, je sais que Libération n'en parlera pas, je sais que Le Monde n'en parlera pas. Il y a des journaux dont je sais qu'ils en parleront pas, bien entendu. Oui. Plutôt que d'en dire du mal. Oui, c'est vrai. Étouffer. Oui, je sais, je connais ça. Non, je connais ça. Mais enfin, si vous voulez, moi, je suis quand même une grande gueule, comme mon nom l'indique. Et c'est vrai que bon, on m'interviewe parce que de toute façon, même si c'est pour m'attaquer, on m'interviewe. Donc, je souffre un peu moins que vous trois de ce genre de problème. Quelle question? Non, c'était une question tout à fait politique. Ah non, parce que je voyais circuler un bout de papier, je me disais que... Non, c'est une auditrice qui me demande de ne pas m'adresser à M. Ardisson, mais de m'adresser au micro. Voilà. Ah d'accord. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, je le regarde, d'habitude j'ai à ma droite une jolie femme. On fait comme au confessionnal, on parle devant soi. Voilà. Et alors une dernière question, Thierry Ardisson, qui est une question un peu étrange, mais d'actualité. Une auditrice dit... allez-vous lire l'encyclopédie, ça fait 2 fois que je fais le coup, hein, consternant ça, l'encyclique Splendor Veritatis, et allez-vous en parler dans Entrevue? Alors je crois que la deuxième question, la réponse est non, parce que Entrevue est un journal d'interview. Oui, à part si j'ai une interview du pape. Si vous avez une interview du pape, oui. Là, vous serez quand même obligé de changer un peu la une. Non, ce que je vais vous dire, je vais essayer de répondre franchement et sans vanité, vous dire que je vais l'acheter, que je vais la lire et tout, oui, je pourrais le dire, mais par contre, ce que je pense, sincèrement, c'est qu'encore une fois, on parlait tout à l'heure des gens qui sont seuls contre tous, je trouve que le pape, quand il prend certaines positions, je parlerai plus volontiers de l'avortement d'ailleurs que de la contraception ou du préservatif, mais quand le pape prend ses positions qui vont à contre-courant de tout, je trouve que là, c'est la splendeur de la vérité, justement. C'est-à-dire que moi, j'ai fait avorter, quand j'avais 18 ans, une fille avec qui je vivais, et je vous garantis que j'y pense, dire que c'est tous les jours, ça serait peut-être un petit peu, pourquoi pas exagérer, mais j'y pense au moins une fois par semaine à cet enfant. Et que je ne le ferai plus jamais, et que quand j'entends dire qu'on fait avorter, que les gens avortent, je trouve ça terrible, et je dirais depuis l'invention de l'échographie, en même temps, maintenant, on sait ce qu'on tue, si vous voulez. Bon. Je me souviens d'une émission de Chavannes où il a fait huer une femme qui avait 7 enfants et qui était contre l'avortement. C'est pour ça que je m'étais permis de dire à l'époque qu'il vaudrait mieux qu'il fasse pas ce genre d'émission, parce que s'il faut entendre parler de l'euthanasie, de la légitime défense, de la peine de mort, de l'avortement, des émissions comme ça, je vais interdire à mes filles de regarder la télévision. Donc ce que je dirais, si vous voulez, pour être honnête, c'est que je soutiens, il s'en fout, mais tant pis, je soutiens le pape quand il fait ça. C'est-à-dire, je trouve que là, il se met contre tout le monde, l'avortement c'est un crime, il a raison, c'est un crime. Bon, après, sur les préservatifs, sur la contraception, là, je pense qu'effectivement, je suis
un petit peu plus... C'est négociable. Ça se négocie. Il est dans l'ordre de sa logique. Il est dans l'ordre de sa logique et puis l'histoire lui donnera raison parce que de toute façon, du temps des Romains, on jetait les enfants dans des poubelles. Avant le christianisme, on jetait les enfants dans des poubelles. Mais on a appris ça à l'école. J'espère que c'est pas une connerie. Aujourd'hui, on recommence, quoi. Donc, je trouve qu'il a raison de dire ce qu'il dit. Bien, merci Thierry Ardisson C'est moi qui vous votre remercie de m'avoir franchise permis et de m'exprimer. si direct, c'est assez inattendu de dire. You're welcome. Et puis, donc je rappelle le titre de votre livre parce qu'il faut le lire. Je crois qu'on va avoir envie de le lire maintenant. Ah oui, sûrement. Ça s'appelle Pondichéry, c'est paru chez Albin Michel. Et c'est un beau livre, voilà. Merci, c'est un beau livre d'une Serge. très belle écriture. Merci, Roger. Et je me tourne maintenant vers Gauthier Guillet. Vous voulez assister à une revue de presse un petit peu particulière Gauthier Guillet. Il a peut-être mieux à faire, et puis je parle pas d'entrevue. Ah bon, Je l'ai fait une fois. Non, c'est pas une obligation. Mais je me demande s'il faut vraiment. Je vous remercie, Serge, de me recevoir, parce que je me suis absenté pendant un moment. J'ai pris des vacances absolument pas méritées, d'ailleurs. Puis alors, en plus, vous allez dans des pays qui sont absolument Il improbables. paraît qu'en plus, il faut que je parle devant le micro. Oui, c'est en général ce qu'on essaie de faire dans cette émission. On et s'est dans d'autres. attrapé par Philippe. Bon, j'imagine que c'est un confessionnal, donc, et je parle dans le micro. Alors que s'est-il passé pendant mon absence? Évidemment, plein de choses. Mais Il suffit que vous partiez pour que le désordre s'installe. évidemment. Mais je vois qu'ici, l'ordre règne, je suis ravi. Bon, de toute façon, je ne vais pas parler des événements de... Non, l'ordre ne règne pas, je vais vous dire pourquoi, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est que C'est pas la Thierry première fois que j'ai Ardisson l'habitude. est le premier invité qui a pu fumer pendant son entretien sans que Victoria lui arrache les yeux. Je lui avais même préparé j'ai un pas petit vu ça. papier, j'ai même Et pas donc- eu le courage Ah, de j'aurais le bien lire. en profiter. Donc là, vraiment, on a été... Alors, Je vais sortir mon cigare. Bon, je vais me contenter de parler des 2-3 dernières semaines et je ne vais pas fumer de cigare, Victoria, vous êtes rassurée. C'est très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 2-3 dernières semaines? Il faut quand même noter que durant mon long séjour à l'étranger, j'ai vu un seul article, j'étais quand même assez loin d'Europe, mais quand même, j'ai vu un seul article concernant la France. C'était un article portant sur la très grande réforme du gouvernement Balladur, la création du pain de tradition française. ah oui. C'est la seule chose qu'ils avaient Vous remarqué. étiez où? En Moldavie ou... Non, j'étais pas si bien que ça, j'étais en Malaisie. Donc, Ah oui. et on parlait du pain de tradition française, et le journaliste disait nourriture et législation, c'est finalement tout à fait français. Et je me dis que, après coup, je me dis que finalement le journaliste avait raison, que c'est peut-être la chose la plus importante que Balladur ait fait depuis 8 mois, que l'exception culturelle française, ça se limite pas au cinéma, aux séries TV, et que la baguette, c'est déjà pas si mal. Bon, mais la presse française, elle, s'est intéressée à bien d'autres choses, et prenons les hebdos de la semaine dernière, j'en ai acheté 2 d'un coup, en même temps, bien que mon médecin me le déconseille, c'est mauvais pour mon cœur, j'ai acheté Globe et l'événement du jeudi, en même temps, et j'ai vu les 2 unes. Je me suis aperçu à la fois d'une convergence, c'est pas rare chez eux, et aussi d'une divergence. Une divergence sur l'accessoire, c'est-à-dire l'avenir de la Russie, mais aussi une convergence sur quelque chose d'absolument fondamental. Vous savez, l'événement de la semaine dernière, ça ne vous a pas échappé, Serge, qui était... Thierry, ou qui est très branché. L'événement? Non, mais l'événement, enfin je veux dire, vraiment le phénomène important Germinal. qui était urgent de parler, mais non, pas du tout. Non, pas le tournement de Milan en grève, pas du tout. C'était l'événement important, c'était, je vous le montre, c'était, allez-y, Ah, le Saint-Germain de Boris Vian. Eh oui, ça, c'est c'était les- Boris Vian qui fait la une de ces 2 hebdos. Bah oui, mais... C'était urgent d'en parler. C'est urgent d'en Boris parler parce Vian qu'on est fait mort, un anniversaire. On fait un anniversaire, ça fait exactement 34 ans, 3 mois et 6 jours que mourait Boris Vian. Et je crois que c'était le moment d'en parler. Heureusement qu'il y a des morts. Hein. Oui, Ouais. oui, oui. Bon, donc anniversaire important. Globe nous cite des révélations sur la vie de Boris Vian. J'ai cherché et j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai quand même vu une chose, là, une révélation importante, c'est qu'il était plus ou moins ami avec Jean-Paul Sartre, ce qui m'a fait deviner que Jean-Paul Sartre était contemporain de Boris Vian. Moi, j'imaginais que Jean-Paul Sartre était mort il y a un siècle. Eh bien non, pas du tout. Non, non, C'est mais- ces idées qui sont mortes. Oui, c'est ça, il Je était confonds mort, tout. mais personne ne lui avait rien Alors, dit. il faut dire pour les jeunes que finalement, Jean-Paul Sartre, c'est pas si vieux que ça. Ça paraît à peine croyable. Bon. À part ça, rien de fondamental dans le dossier. Je parlais de la divergence. Il y a une apparente divergence donc entre l'événement et Globe, l'événement et jeudi et Globe, puisqu'on nous annonce en première page Globe, ils veulent garder Elstine, les Russes veulent garder Elstine, et sur l'événement du jeudi, ils regrettent le communisme. Alors là, ils ont 2 solutions. Soit il y a un des 2 journaux qui se trompe. Ce
c'est possible. C'est impossible. Non, j'arrive à peine à croire. Soit estime est communiste. Ce qui est clair quand même d'un jour nouveau, les événements récents. Bon, enfin, tout ça n'est pas extrêmement clair. Alors, Gauthier Guillet, je vous demande une seconde d'interruption pour ce qu'on appelle la pause technique dans cette radio, et puis vous reprenez votre revue de presse Je fais une dès pause après. technique.